Hey, salut tout le monde, hein, ça a coupé sec. Fait que bienvenue à Derrière le Marbre, là, édition du 31 mars. Tel qu'annoncé, on a un spécial gestion de match ce soir en première partie avec mes trois invités, soit Sébastien Gagnon. Salut Sébastien. Salut Jeff. Salut. Guillaume Smith-Desbiens. Salut Monsieur Guillaume. Arsenault, mes hommages. Tout le plaisir pour moi. Et Mathieu Marcoux également. Salut Mathieu. Bonsoir, bonsoir. Tu parlais de voix radio tantôt, Sébastien, avant qu'on Mhm. commence ça. T'étais pas bien loin dans ta réalité. Fait que bienvenue, messieurs. Ce soir, mais on va jaser de gestion de match là, pendant approximativement 1 heure. Puis après ça, Mathieu va nous parler des nouveautés cette année là, dans la belle et grande région de Québec. Là. Mathieu, tu arrivé avec une approche assez audacieuse pour les formations, pour l'encadrement d'arbitre. Puis, mais tant mieux si ça peut inspirer certaines personnes lorsqu'on va jaser avec Mathieu. Les boys, avant de jaser de gestion de match, je vais avoir votre avis sur un sujet que vous allez trouver un petit peu champ gauche. Là. Euh, la règle Shohei Ohtani sur le frappeur désigné. Depuis le début de la semaine, depuis que c'est sorti, je ne sais pas si vous avez pris ça comme quoi un lanceur partant qui quitte le match peut continuer d'agir comme frappeur désigné lorsqu'un releveur embarque. Qu'est-ce que vous pensez de ça, un changement aux règles? Là, j'avoue que je suis comme sans mots et sans opinion par rapport à ça. Ouais, finalement, un peu de modernité. Je pense que c'était le temps de revisiter cette règle-là. C'est l'objectif de protéger le bras lanceur est souvent présent. Puis, en l'envoyant jouer comme frappeur désigné, on protège le bras lanceur, on permet la récupération du bras. Donc, si jamais il y a un transfert dans nos ligues, dans nos niveaux à nous, au niveau du majeur, ben, ça respecte ce principe-là. Puis le reste, ben, c'est juste bon pour le show. Ça fait vendre des billets, puis tout le monde est heureux. Moi, c'est du sport spectacle. Hein, c'est important de dire, Guillaume, tu amènes un bon point. Le transfert vers le baseball amateur est loin d'être automatique. En fait, si le transfert il y a, ça va être en 2023. Là, c'est pas pantoute cette année. Pour notre part, on continue à jouer avec les règles officielles du baseball pour le moment. Vous, Sébastien, Mathieu, vous en pensez quoi, vous autres? Moi, je suis un peu d'accord avec Guillaume. Tu sais, la règle est très compliquée pour certains, puis surtout que l'aide de Guillaume, présentement, elle n'entend pas ce qu'on dit, fait que elle peut juste parler pendant ce temps-là. Fait que, On va la faire saluer tout le monde, puis après ça, je vais la retourner dans la pièce C'est à bon. côté. Tu dis ouais. bonjour, Éléonore. Dis bonjour. Allô? Dis bonjour. OK, maintenant, on dit bye bye. Vas-y. Hey, Au revoir. tant que tu fais pas comme Gabriel Piché et son stock, tout va bien. La swinguer par en arrière. Let's go. C'est Il filmé. est là, même des pas pichets là, pour puis moi. il n'est pas là pour se défendre. Aïe, aïe, aïe. Fait que non, tout ça pour Désolé. revenir au frappeur désigné. La règle est mal comprise par les joueurs entraîneurs et mal comprise par certains arbitres. Puis, si on peut enlever de la gestion par rapport à ça, ben regarde, moi, j'ai aucun problème avec ça. Ça fait un changement de moins à effectuer. Je souhaite que ça soit effectif dès cette année, là, parce que ça serait vraiment bon pour nous autres d'avoir le frappeur désigné là, bien ancré, puis qu'on puisse euh, vraiment l'utiliser pareil comme les majeurs. Moi, Un j'étais peu bien de surpris. simplicité. J'étais bien surpris que ça s'applique cette année, par contre, au niveau du baseball amateur, mais bon, on verra bien. Puis toi, Mathieu, qu'est-ce que t'en penses? Ben moi, je pense que la première affaire qu'ils se sont dit, c'est probablement pour le show. Là. Tu peux pas te permettre de mettre une règle de ce genre-là puis d'enlever Otani du chemin du line-up puis qu'il ait pu frapper par la suite. Là. Je pense que ça aurait été beaucoup trop dangereux de mettre une règle de ce genre-là puis de sortir un joueur de ce calibre-là. Fait que je pense je pense que la première mentalité a été d'y aller pour le show, mais évidemment, par la suite, là, côté gestion, évidemment, si on parle par la suite du baseball mineur, et etc., moi, je pense que côté gestion de ce côté-là, je pense que ça serait une très, très, très bonne chose. Mais pour le show, nul d'un doute, ça, c'est sûr et certain. Ouais, c'est bon. Puis ça demeure du sport spectacle, comme on disait tantôt. Puis il faut vendre des billets. Puis un gars comme Otani, c'est lui qui remplit les stades. Fait que bon, faut être de son époque. Puis il faut être de son budget également avec les sommes mirobolantes qui sont en jeu. Hey, messieurs, pour. Mais c'est parce que Ouais, vas-y, vas-y. Otani, il l'envoyait dans le champ, fait qu'il ne perdait pas.
C'est juste qu'il n'était pas en repos. Puis le nouveau lanceur, ben là, ça demandait des substitutions quand il arrivait au bâton ou quelque chose de genre. Fait que ça demande, tu sais, faut pas se le cacher dans le professionnel. Oui, ils ont 25 joueurs. Là, je pense qu'ils sont rendus à 26 ou 27. Mais ça va être 28 pour le début de la saison, puis ils vont baisser à 26 par la suite. Mais c'est quand même que tu as entre 10 et 12 lanceurs dans ton line-up. Fait que tu n'es pas plus avantagé là-dessus. Nous, dans le baseball mineur, la plupart des lanceurs jouent à d'autres positions défensives. Donc, ils vont juste le garder dans le match ailleurs. Puis, le lanceur va venir frapper à ce niveau-là. Ouais. Messieurs, si je voulais parler de gestion de match à soir, là, puis avoir des gars qui ont vécu la guerre un peu de ce côté-là, puis qui ont énormément d'expérience, c'est que souvent, la critique qu'on fait envers les formations théoriques, c'est qu'on dit que ça prépare bien mal les arbitres en termes de situation pratique. Mais la question que je me pose, c'est de savoir comment on peut enseigner ou en fait, je reprends ma question, est-ce qu'on peut enseigner la gestion de match de manière théorique, de manière efficace? Ben, moi, je pense que oui, on peut le faire, mais avec des mises en situation, avec des vidéos, avec de l'encadrement, on peut préparer, mais c'est sûr que ça ne battra jamais de l'avoir vécu vraiment sur le terrain. C'est la gestion de match, on va faire le parallèle avec Jean-François et moi qui sommes du monde de l'enseignement. Là, c'est comme la gestion de classe, c'est comme piloter un groupe classe. Tu peux lire de la théorie, tu peux en parler, mais il faut que tu le vives, puis il faut que tu fasses des erreurs, puis il faut que tu ailles chercher du feedback sur ces erreurs-là, puis tu t'améliores de fois en fois, puis que tu trouves des stratégies en fonction des différentes situations, comment tu vas réagir. Puis c'est vraiment avec l'expérience puis sur le terrain que ça se bâtit. Mais ceci étant dit, il faut se rendre compte qu'arbitrer un match de balle, c'est plus que juste la partie jugement, c'est toute la partie, la vie autour de la partie qu'il faut gérer. Puis si on n'est pas prêt à poser action puis d'être actif dans la gestion de la partie, ben on risque d'avoir plus de défis. Donc, est-ce que ça s'enseigne? Oui, mais ma réponse de pédagogue, c'est difficilement. Ça va s'enseigner difficilement. C'est sûr qu'on peut montrer des vidéos et dire « Hey, dans telle situation, il a bien fait la situation », mais entre ce qui se passe dans une vidéo, dans un match MLB, puis ce qui va se passer dans le U13 la semaine prochaine au Parc Sainte-Bernadette à Hull, c'est pas pantoute la même affaire. Puis, j'ai un Parc Sainte-Bernadette dans à peu près toutes les villes, Guillaume. Fait que... J'ai une checklist de 3-4 parcs à plugger pendant le podcast. Là, j'en ai une de fait. J'ai hâte de voir les 3 autres déjà. Mais je pense que ce que tu dis, Guillaume, c'est que dans le fond, la meilleure façon d'apprendre, c'est de faire des erreurs, puis de revenir, puis d'avoir une espèce d'introspection par rapport à notre intervention ou l'intervention manquée, puis bâtir là-dessus pour être meilleur la deuxième puis la troisième fois par la suite. Puis dans le fond, puis plus que ça, c'est d'être ouvert à la critique aussi, puis d'aller chercher du feedback. Plusieurs façons d'aller chercher ton feedback. La réaction de la foule, des joueurs autour de toi va te donner de l'information à savoir si tu as agi comme il faut. On va te le dire. Tu vas l'entendre, puis après ça, tu vas en faire la part des choses un peu. Ton partner sur le terrain aussi va donner l'information. Puis après ça, c'est tout le réseau que tu as bâti autour de toi. Là. Il y a plusieurs programmes de mentorat qui existent un peu partout au Québec au niveau des officiels, peu importe le niveau. Mais après ça, c'est une situation plus complexe, c'est de prendre le téléphone avec Teams maintenant ou Zoom, puis d'appeler quelqu'un de confiance, un vétéran ou un formateur, puis d'expliquer ce qui s'est passé, puis de jaser de la situation, puis d'aller chercher son feedback. Moi, je pense que du côté théorique, la raison pour laquelle je trouve que c'est une criticalité puis que je mets énormément d'emphase dans mes formations théoriques là-dessus, c'est d'au moins d'offrir aux jeunes arbitres qui commencent, ou peu importe le jeune en termes d'âge ou en termes d'expérience aussi, au moins juste des guidelines pour juste leur dire, si ça commence comme ça, au moins essaie d'être aligné vers cette situation-là, commence à réagir de cette façon-là, en ayant justement avec des personnes d'expérience comme vous autres, c'est plus facile d'arriver et de faire, j'ai déjà vécu une situation de ce genre-là, vous pouvez faire ça comme ça, vous pouvez réagir de cette façon-là, il y a telle affaire que tu ne devrais jamais faire parce que il y a telle chose qui peuvent arriver. Fait que je pense que d'apporter juste une petite direction que les gens peuvent s'appuyer, au moins pour quelqu'un que leur première situation elle arrive, qu'il y ait
qu'il y ait juste un petit guide, faire OK, je sais qu'on a parlé un peu de ça. On le sait, là, dans la formation de JF, là, on va y aller avec les 5 points, là, justement, qu'au début, on peut l'ignorer, après ça, avertir, puis on peut y aller de ce côté-là. Mais c'est juste pour offrir aux arbitres juste un petit chemin à suivre pour que, justement, peut-être qu'il n'y ait pas l'escalation que normalement il arriverait, puis aussi que certains arbitres qui peut-être auraient un tempérament beaucoup plus difficile auraient peut-être justement faire hey, passe par la première étape au lieu d'y aller tout de suite à la 4e, à la 5e, à l'expulsion directe. Fait que moi, c'est sûr et certain que je mets énormément d'emphase de ce côté-là. Quand on parle des 5 étapes, là, c'est ne rien faire, c'est-à-dire l'ignorance, une rétroaction ou une intervention non verbale, suivie d'une intervention verbale, une intervention formelle où est-ce que là, on met vraiment, là, on trace la ligne en disant là, c'est assez, et finalement l'expulsion. Là. Fait que pour les gens qui cherchaient, là, c'est un peu ça. Mais vas-y, Guillaume. Ben, je voulais juste souligner la présence d'un nouveau mot dans le Larousse avec escalation. Merci, Mathieu. Mais poursuivons. Dans le fond, moi, c'est une des choses que je souhaite dire, c'est que si on pense que venir arbitrer, c'est un geste passif, c'est tout le contraire. Puis là, c'est sûr qu'on parle de l'intervention face à un comportement inadéquat. Tu sais, ce que tu viens de nommer là, les 5 étapes, c'est face à un comportement qu'on juge inadéquat sur un terrain de balle. Un commentaire inapproprié, une critique par rapport à ton travail, un geste disgracieux, tu sais, on va travailler là-dedans. Mais avant tout ça, il y a d'autres choses à préparer avant dans ta gestion de partie, qui sont des gestes qui, pour moi, sont d'une double importance, puis qui vont peut-être même empêcher la montée de ces comportements inadéquats-là sur le terrain de baseball. Si on parle de travailler le lien avec les joueurs, si on parle de présence sur le terrain, si on parle de communication proactive, ça, c'est toutes des choses qu'on peut jaser un peu tantôt. Mais ces éléments-là, pour moi, ont une importance beaucoup plus grande pour la gestion d'un match de baseball que d'après ça, savoir dire à quel moment tracer ta ligne dans le sable et dire « OK, c'est assez, prochaine affaire, c'est terminé », puis passer à l'expulsion. Pour moi, tous ces gestes-là, ces gestes relationnels-là qu'on va poser sur le terrain de balle, d'aller saluer des entraîneurs, d'aller discuter avec un lanceur, de saluer un receveur, de faire un sourire, de prendre le temps de prendre des nouvelles des personnes sur le terrain de baseball, de jaser de situation, puis d'être ouvert à la discussion dans certains moments. Tous ces éléments-là bâtissent une crédibilité puis permettent à plusieurs éléments de gestion de partie de se régler quasiment 2 autres mêmes avant qu'ils remontent en surface. Fait que, effectivement, comme Guillaume dit, oui, il y a des techniques qu'on a. On peut avoir des étapes là-dessus, comme tu as résumé, JF. Mais la gestion de match, c'est pas noir ou blanc. Ça varie en fonction de l'arbitre, de son expérience sur le terrain, de son âge. Il y a des situations que moi, je ne vois jamais parce que juste le fait que je sois sur le terrain, avec mon expérience, le joueur a déjà décidé de pas... Ils savent que je suis un fou, fait que ils vont pas arriver de même, puis ils vont pas s'essayer là-dessus. Tandis qu'un nouveau qui arrive, c'est la première fois qu'il va, bien là, on va le tester. Ça englobe tout le match au complet, de ton arrivée au parc autant que tu aies fini ton rapport s'il y a lieu, bien, ça demande un certain professionnalisme à ce niveau-là. Moi, c'est un bon point, ça, quand tu parles de l'expérience, le fait que les gens te reconnaissent. Il y a une espèce de partie là, canard là-dedans, c'est-à-dire qu'au-dessus de l'eau, tout a de l'air calme, mais tout ce qui est fait en dessous, que les gens ne voient pas nécessairement, c'est également de la gestion de match. Là. Guillaume, tout ce qui s'appelle, je dirais pas de l'aspect social du match, mais l'aspect humain va enrayer bien des problèmes potentiels. Fait que l'arbitre qui a fait la meilleure gestion de match, au final, c'est pas nécessairement celui qui jappe le plus fort quand ça dérape, mais celui qui, au contraire, a un meilleur contrôle, puis pour qui, sans dire que ça a de l'air facile, mais que ça a quand même de l'air naturel, smooth, puis et tout ça. Là. Mm-hmm. Ton intervention va être beaucoup plus efficace si tu as une relation avec un entraîneur adjoint ou un joueur, un entraîneur adjoint ou un joueur, puis tu es capable de l'appeler par son prénom, tu as une relation de bâtie avec lui sur le terrain, qui est cordial et professionnel, mais ton intervention va être beaucoup plus forte que si tu te fais juste dire « Hey, coach, c'est l'affaire », puis là, tu sais, « Hey, coach, arrête de parler. » Tu sais, « Hey, Jonathan, là, c'est le temps, là. Aide-moi, là, arrête ceci. » Mais ton intervention est beaucoup plus puissante et beaucoup plus pertinente. D'où l'importance de cette relation-là qu'on bâtit avec tous les intervenants autour du terrain.
Guillaume a parlé de moyens en prévention. Est-ce que vous n'avez d'autres moyens en prévention comme ça, que soit vous utilisez ou que vous seriez prêt à recommander à quelqu'un qui débute dans l'arbitrage ou qui veut à tout le moins s'améliorer dans ce qu'il fait une fois sur le terrain? Ben, tu sais, avant de parler de trucs ou quelque chose du genre, il faudrait aussi peut-être définir c'est quoi de la gestion de match. De la gestion de match, tu sais, c'est pas une règle écrite, c'est pas une procédure comme telle. Tu sais, on en parle beaucoup, mais il y a beaucoup de références aussi, qu'on parle du magazine Referee ou d'autres qui viennent des États-Unis. On a beaucoup de références là-dessus dans la gestion de match, comment faire. Mais tu sais, il y a ta prestance qu'on a parlé un peu tantôt. Il y a la signalisation. La signalisation, si elle est ferme et tout, va aider dans ta gestion de match parce que si tu rends une décision qui est serrée pour tout le monde, mais pour toi, c'est vraiment pas serré, puis que tu fais un petit signal mollasson, ben ça vient jouer dans ta gestion de match qui suit après. Mais le mot mollasson, Guillaume. Oui, c'était bon, ça. Deux points bonnets pour Sébastien. Une signalisation qui est ferme, qui va montrer que tu es sûr de toi, va réduire la contestation là-dessus. Fait que tu n'auras pas à gérer d'émotions comme telles par rapport à ta décision. Par contre, il y a des situations que tu peux vendre la décision vraiment du meilleur que n'importe qui pouvait faire, puis tu vas avoir une contestation parce que le jeu est critique, parce que la situation, il y a une animosité entre les deux équipes, il y a un historique entre deux joueurs, ben, il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. J'ai un commentaire totalement champ gauche, pour ne pas dire fuck all, sur Facebook, d'un dénommé Christopher qui nous rappelle qu'un dénommé Pierre-Paul était excellent en gestion de match. Il y avait sa façon bien à lui là, de gérer les situations. Il y a beaucoup de situations que n'importe quel autre arbitre aurait été là, ça serait fini en expulsion. Il a réussi à contrôler le tout, sauf que sa méthode est vraiment particulière à lui. Puis même la plupart des arbitres, on a des techniques qu'on utilise régulièrement et que à force de l'utiliser, cette technique-là devient brûlée. L'avantage que cet arbitre d'expérience, pour ne pas le nommer Pierre-Paul, ben, il a créé sur place, sur le moment, et elle était unique. Fait il n'y avait pas de répétition comme telle de faire, fait que ça surprenait certains intervenants. Là, et il y a des choses qui sont positives, mais c'est pas fait pour tout le monde non plus. Puis dans le nouveau baseball, si on peut, de gestion ou tout, les explications nez à nez, ou bédaine à bédaine, comme dirait Matt dans ses interviews qu'il y a eu, il y en a de moins en moins là-dessus. Puis encore là, même moi qui j'aimais ça quand il y avait une prise de bec de nez à nez, j'ai changé mon approche, puis j'en ai de moins en moins. Puis quand je le fais, ben, c'est parce que c'est vraiment rendu une situation extrême. Ben, tu sais, puis on parlait de Pierre-Paul, mais je pense que, tu sais, comme on s'adresse peut-être à un public plus jeune un peu, il n'y a pas beaucoup de personnes qui le connaissent, là, mais peut-être dans nos auditeurs, là, mais on parle de gestion de match, de gestes très clairs et simples. Puis on part du principe de si vous avez un doute que vous devez intervenir sur la situation, c'est parce que vous devez intervenir et vous devez dire quelque chose. Il ne faut pas rien laisser dans la gestion de match, il ne faut pas rien laisser passer. Faut pas, si on voit quelque chose qui se passe, on se dit je devrais peut-être en parler à quelqu'un de cette situation-là. Ben, c'est peut-être pas d'arrêter le jeu puis se mettre à crier puis à crier d'un bout à l'autre du terrain. Est-ce que tu viens de dire ça n'a pas d'allure? Ça peut peut-être attendre, tu peux peut-être trouver d'autres façons de passer ton message. Mais si tu as l'impression que tu dois intervenir auprès de quelque chose, que ce que tu as vu, je ne suis pas certain que c'était vraiment adéquat, il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que tu interviennes d'une façon ou d'une autre. Puis ça, c'est en utilisant le réseau que tu as bâti sur le terrain, que ce soit avec l'entraîneur que tu as au premier but ou avec un joueur d'expérience près de toi ou avec l'entraîneur-chef, avec le gérant en deux manches, tu vas le voir, tu vas dire hey, écoute, j'ai entendu ça tantôt, là.
Moi, je ferais rien avec ça, mais moi, je vais te laisser gérer ça, là, mais ça m'a fait friser le poil des oreilles. Hey, c'est beau, Guillaume, je m'en occupe. Il vient de voir une manche après, il dit je m'en suis occupé, je te garantis, il ne dira plus jamais ça sur un terrain de balle. C'est ces moments de communication-là qu'il faut toujours saisir. Moi, le nombre de fois que ça m'a sauvé d'aller parler à un coach ou à un joueur après la manche, là, puis de ne pas avoir fait mon show devant tout le monde, puis de l'envoyer promener, puis d'y répondre, puis que ça l'escalade. De faire une escalation, peu importe. Mais non, mais pour vrai, d'aller parler entre les manches, ça l'a souvent tué la situation. Puis qu'après ça, juste s'expliquer. Des fois, c'est une situation qui arrive que sur le jeu, sur le coup, ça a fait en sorte que on n'est pas sûr, le joueur a réagi d'une façon, il a dit quelque chose, il a peut-être pas aimé la façon que tu as fait quelque chose, mais par la suite, en allant t'expliquer, ça peut vraiment diminuer l'impact. Par la suite, on s'explique. Parfait, on s'est dit qu'est-ce qu'on avait à dire. Il n'y a personne qui le sait ou presque. Par la suite, on passe à la prochaine manche, c'est terminé, puis on n'en parle plus. Fait que, moi, c'est une des choses que j'essaie d'appliquer le plus souvent possible lorsque nécessaire, puis lorsque c'est possible. Mais ça, c'est sûr et certain que moi, c'est un des premiers trucs que j'essaie de donner. Essaye pas de réagir sur la première fois, va y parler après. Si après ça, le coach, il veut pas t'aider ou le joueur veut pas t'aider, ben, il ira t'aider dans les estrades. Mais après ça, jusque-là, au moins, tu vas t'avoir donné une chance, puis tu vas y avoir donné une chance. Puis on fait appel à l'intelligence des personnes en faisant ça aussi. Donc, on n'est pas confrontationnel. On leur donne justement une chance de dire écoute, c'est pas noir ou blanc ce qui vient de se passer là, comme disait Sébastien, il y a des zones de gris. Tu n'as peut-être pas vu telle affaire. Moi, j'ai vu telle affaire tantôt quand j'ai réagi à cette situation-là où j'ai pas bien entendu ce qu'il a dit, mais si c'est ce que je pense que je vais te laisser agir. Mais moi, de mon côté, si j'entends ça une autre fois, je pense que je vais être obligé d'agir différemment puis de prendre en charge la situation. Tous ces messages-là qu'on passe aident à avoir le moins d'expulsions possible et à conserver le monde sur le terrain de balle. Parce qu'au bout de tout ça, on demeure que des amateurs. On demeure du baseball amateur. Si on était si bon que ça, ben on ferait des matchs à Fenway et puis pas sa rue Rainville à Laval. On est rendu à 2. On est rendu à 2. Merci. Et je tiens à souligner l'utilisation du mot confrontationnel. Oui. Il y a des situations à gérer qui ne nous impliquent pas. Entre deux joueurs, entre deux entraîneurs, ou entre un entraîneur et un joueur, c'est beaucoup plus facile d'intervenir parce qu'on n'est pas impliqué dans la situation. Quand on est impliqué, quand on s'est critiqué sur une décision, sur un appel de balle prise, on a cette partie prenante là, dans la situation. C'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus touché à gérer parce que notre émotivité est mise en cause là-dessus. Tu sais, si on a pris la décision qu'il était sauf ou retiré, que c'était une prise ou que c'était une balle, c'est parce qu'on était sûr de notre décision. Encore là, il y a des vidéos sur YouTube où on voit le vénérable Joe West juste regarder le lanceur pendant plusieurs secondes. Il n'a pas dit un mot, mais il a passé un message. Fait que c'est pas l'intervention comme telle n'est pas nécessairement verbale à tout prix. Il y a un coureur qui glisse vraiment solide au deuxième but. Le joueur défensif, il n'aime pas trop ça. Juste le fait de se rapprocher va faire en sorte que la situation va se calmer d'elle-même parce qu'on est présent. Donc, un peu une technique de prof de classe, de se rapprocher de ceux qui n'arrêtent pas de parler et qui dérangent le reste, vient donner comme quoi que, hey, je suis ici, là, moi, là. Fait que déjà là, on vient de calmer peut-être l'ardeur d'un des deux qui est là. Peut-être que même juste le fait qu'on est là, ça va mettre de l'huile sur le feu aussi. Fait il y a toujours cette façon-là qu'on doit juger quand est-ce qu'on doit se présenter, quand est-ce... s'il y a eu 2 buts sur balle avec des balles ou des prises qui étaient serrées et tout, puis l'instructeur s'en va voir son lanceur, ça se peut que mon collègue des buts soit plus à propos d'aller prendre la visite dans ce cas-là. Il y a tout plein de petits trucs qu'on peut faire là-dessus. Il n'y a pas une règle noir sur blanc que c'est toujours l'arbitre du marbre qui va monter au monticule. Fait que ça, on peut s'entraider, on peut se lire, on peut regarder avec notre collègue. On devrait s'en parler avant le match. Qu'est-ce qu'on fait dans quelle situation? Pas juste de se parler de qu'est-ce qui est arrivé la veille ou as-tu vu le show d'un tel, de se parler de la partie en tant que telle pour se préparer des situations qui peuvent arriver, dépendant aussi du calibre qu'on arbitre.
l'approche en tant que telle est différente si je vais faire un junior élite que si je vais faire un junior 2A. Les personnes me connaissent depuis des années dans le junior élite. Dans le junior 2A, j'arrive out of nowhere. J'en ai fait 2-3 seulement des dernières années. Fait que ça se peut qu'il y en a qui ne me connaissent pas et qu'ils pensent que je suis un nouveau. Donc là, ils vont peut-être s'essayer. Je pense aussi qu'on sous-estime l'utilité du partenaire, surtout dans le baseball mineur, là, d'avoir, quand on a la chance de mettre un vétéran avec une personne qui est un peu moins, qui a moins d'expérience, que justement de voir une situation, ton arbitre avec un petit peu moins d'expérience fait un appel, il se fait critiquer, il n'y a rien qui empêche que l'arbitre vétéran prenne un petit peu le lead là-dessus, qu'il aille voir le coach, qu'il aille voir les joueurs entre les mains, juste pour jaser, prendre le pouls de la situation. Mais je pense aussi que votre collègue là-dedans, un job aussi à faire. Pas nécessairement comme de vous protéger pour faire en sorte que, tu sais, c'est tout, moi, c'est ma game, c'est moi qui gère ça, puis que l'autre ait l'air un peu d'être tout seul, puis de ne pas être capable de réagir, puis de faire sa gestion de match aussi. Mais je pense que si on ramène ça dans le baseball mineur, d'avoir quelqu'un qui peut t'appuyer là-dedans, puis que, tu sais, tu fais un call serré à la fin d'une manche, un jeu au premier, tu t'en vas dans le champ tout de suite, tu n'écoutes pas la critique, tu t'en vas dans le champ, tu vas te placer sur la frise. Ben, si ton collègue, après ça, fait juste se placer sur la ligne, écoute, fait c'est beau, coach, on t'a entendu. Tu sais, toute cette petite chose-là, ça peut aider aussi, à mon avis. Puis, tu sais, j'ai l'impression pour ma part que des fois, il y a des gens dans le baseball au Québec qui, sans tout connaître du décorum, essaient de mimer ce qui se passe au hockey. Et on a l'impression que toute la gestion incombe à l'arbitre au marbre, alors que pas pantoute, là, ça l'incombe à celui qui est impliqué dans la situation. Fait que, tu sais, Mathieu, quand tu parles de travail d'équipe en termes de gestion de match, tu as entièrement raison. Un travail d'équipe autant qu'on a deux partenaires d'expérience que lorsqu'on a un mentorat avec un arbitre un petit peu plus jeune versus quelqu'un qui a du bagage. C'est un bon point. Sébastien, tu as eu un bon point tantôt quand tu as parlé de la connaissance des joueurs puis du milieu. Puis il y a Patrick Dupont sur Facebook qui dit un peu ça. T'arrives des fois dans des divisions de baseball associatif au niveau local. T'as même pas les line-up, fait que tu connais pas les noms. Fait que là, t'approprier des fois ou d'apprendre à connaître des gens que tu revois à peu près jamais, c'est pas pantoute la même game que lorsque tu arbitres dans un circuit, disons, un peu plus fermé, où tu côtoies toujours les mêmes personnes, ou encore, quand tu arrives, mettons, dans le junior, dans le senior élite, ça fait 10-15 ans que tu connais un joueur, tu vas avoir une relation totalement différente que dans un 18U, où est-ce que tu côtoies des gens que tu n'as à peu près jamais vus avant, là. Mais ça paraît, hein, JF, que ça fait longtemps que tu arbitres parce que le senior élite n'existe plus, c'est le senior majeur. Mais, autre ça, quand tu arrives là, dans un match, là, tu devrais connaître 3 noms dans un match. Tu as l'instructeur-chef, le gérant, tu as le receveur, puis tu as le lanceur. Le gérant à rencontre au marbre, ben, quand tu te présentes, retiens son nom. Tu as 2 noms à retenir là. Fait que tu en as 6 à retenir. Le lanceur, là, quand il est changé, ben, enlève-le de ta tête puis prends le nouveau nom. Tous les joueurs de l'équipe l'encouragent dans le M13, le M15, je suis tout mêlé avec les catégories. Ça paraît que tu n'es pas dans le bon sport, on appelle ça du U. Ouais, mais moi, je suis francophone, fait que j'appelle ça du M. Mais bref, tu sais, de retenir le nom du lanceur, c'est assez facile. Et là, vu qu'on retourne derrière le receveur, ben, de savoir le nom du receveur, c'est facile. Tu peux arriver de même, puis tu peux dire au receveur, tel comportement de ton lanceur, là, j'aime pas ça. Quand tu t'en retournes au banc, là, parle-y. Fait que là, il y a un degré de séparation, puis déjà là, il y a une première étape qui a été faite dans ta gestion de match. Après ça, ça peut être, dépendant des règlements de ligue, mais tu peux l'envoyer. Hey, va voir ton lanceur, là, va le calmer. Là, va le calmer. Ça serait important à ce niveau-là. Après ça, ben là, quand toi, tu interviens, tu peux lui dire, hey, je t'ai fait passer le message par ton receveur 2 fois, tu n'as pas compris le message, là, regarde, il faudrait que tu allumes à ce niveau-là. Fait que, tu sais, déjà là, tu as des informations que tu as données. Tu t'es pas réveillé, puis les fils se sont touchés, puis tu as expulsé, tu as eu des interventions que tu as faites d'avance.
Puis tu sais, on va intervenir différemment selon les niveaux dans lesquels on agit. Tu sais, il y a par contre, tu sais, puis on en a parlé un peu, puis c'est Mathieu qui en parlait dans ses formations théoriques, il y a des lignes à ne pas franchir. Tu sais, il y a des trucs intangibles, il y a des choses un peu plus officielles dans le baseball, où est-ce que là, peu importe notre gestion, notre seuil de tolérance personnelle ou le contexte, il y a des zones dans lesquelles on peut pas aller. Où est-ce qu'un joueur qui franchit ça, mais c'est terminé pour lui. Par exemple, qu'est-ce que vous pensez? La ligne au sol, pour vous, est-ce que c'est-tu quelque chose qui... Puis d'autres exemples dans le même genre que... J'achète une voyelle, je reprends du début. Là, la ligne au sol, par exemple, c'est quelque chose que c'est une expulsion automatique, le frappeur qui frappe une ligne. Y a-t-il d'autres choses pour vous qui représentent des automatismes ou des zones que là, c'est terminé, vous avez pas de tolérance ou très très peu de tolérance? Tout geste de contestation physique, là. Tu sais, là, tracer une ligne, prendre les lunettes, les tendre à l'arbitre, sortir un cellulaire, le tendre vers l'arbitre. Tu sais, tous ces gestes physiques-là qui démontrent une contestation et qui sont là pour dénigrer le travail, tout ça est d'un automatisme clair. Un lanceur qui a les deux bras dans les airs, ça bute pendant plus d'une seconde. Ce genre de gestes-là sont difficiles à accepter, puis c'est difficile de garder ces joueurs-là dans le match. Tout est dans la conversation intelligente après ça, mais ces gestes-là, tout insulte également. Dès qu'il y a une insulte, là, en anglais, là, dès que la phrase commence par « you », d'habitude, il y a une expulsion qui vient assez rapidement avant que la phrase soit terminée. Donc, on est pas mal là-dedans, là, moi de mon côté, au niveau de ces gestes qui sont... moi, qu'est-ce que je regarde, c'est que moi, j'appelle ça des insultes personnelles sans que ça soit personnel, là, dans le sens qu'il ne m'attaque pas Mathieu Marcoux, mais il attaque l'arbitre. Là, mais tu sais, on va garder ça gentil parce que je ne me révèle pas piché. Mais tu dis, t'es un pas bon, on s'entend c'est une attaque directe, tandis de dire ah, ça c'était une prise, ça c'était une balle, hey, tu l'as mal. Tu sais, c'est comme, je pense qu'il y a une gestion à faire de ce côté-là, mais dès qu'il va dire hey, t'es un maudit pas bon, là, on s'entend que déjà, là, c'est déjà allumé. Puis, dépendant, c'est quoi le mot qui vient après, là. Nous autres, tu sais, en anglais, on va dire you, là, mais tu sais, c'est comme tater. Nous autres, en français, là, dès que ça commence par tater, là, il y a des très, très, très bonnes chances que tu vas te retrouver dans les estrades, c'est sûr. Tout ce qui est propos racistes, que ce soit envers toi ou envers les joueurs de l'autre équipe, ça, moi, c'est inacceptable. Il n'y a pas de passe-droit. Si j'entends quelqu'un d'utiliser le N-word vers un joueur de l'autre équipe, si j'identifie le gars, c'est sûr et certain qu'il ne finira pas la partie. Comme dit Guillaume, tout ce qui est un geste de dépit ou de contestation, ça, c'est assez facile là-dessus. Moi, je suggère toujours aux joueurs de mettre un point d'interrogation. C'est-à-dire, étais-tu là? Ben, tu viens peut-être plus de me mettre un doute que si tu me dis « T'es pas là, celle-là! » non, regarde, on va se parler dans le blanc des yeux là, solide à ce niveau-là. À 2 mètres. Mais c'est un instant. Tu parlais des gestes, tu parlais des commentaires à saveur raciale, là, mais même chose au niveau de l'orientation sexuelle. Puis moi, je vais aller plus loin que ça. Ces commentaires-là n'ont tellement pas la place que si vous n'êtes pas capable d'identifier la personne, faites un rapport quand même. Parce que vous avez entendu ça sur le terrain de base, vous n'êtes pas capable d'identifier la personne, mais vous l'avez entendu, puis vous faites un rapport quand même pour qu'il y ait des traces de cet événement-là, parce qu'il n'y a absolument rien d'acceptable là-dedans. Puis si vous identifiez la personne, vous expulsez, puis vous êtes fait un rapport comme il faut, puis vous appelez votre représentant arbitre pour qu'il y ait un suivi fait après ça, parce qu'il n'y a aucune tolérance et acceptabilité par rapport à ce type de commentaires-là. Tu m'as fait serrer les poings, Sébastien, en parlant de ça.
Puis, tu sais, même les codes disciplinaires maintenant reconnaissent qu'il y a une certaine gravité dans les insultes lorsqu'on tombe dans tout ce qui est tu sais, intolérance avec un I majuscule. Les sanctions sont plus élevées que juste t'es un maudit pas bon, là, pour reprendre l'expression à Mathieu. Fait que, tu sais, comme arbitre. Puis, tu sais, dans les rapports, tu t'emmènes un bon point, Guillaume, là. Dans le rapport, c'est d'être précis. C'est-à-dire que s'il y a des propos totalement inacceptables qui ont été prononcés, il faut que ces propos-là se retrouvent textuellement dans le rapport, quitte à prendre des notes pendant la game. C'est pas juste, il a dit des mots pas gentils, point, je l'ai donc expulsé. Il faut aller dans le détail, il faut qu'on donne du jus aux gens qui vont avoir sanctionné éventuellement. Tout à fait. Tout à fait, d'être toujours le plus précis possible. C'est sûr qu'on n'a pas d'enregistreuse avec nous pour prouver les dires ou quelque chose de genre, mais puis si tu te fais poivrer pendant 1 minute et demie, garde l'essentiel du propos, mais Marc, c'est pas, comme tu dis, des mots pas gentils qu'il m'a dit et je l'ai expulsé. Marc, qu'est-ce qu'il t'a dit? La personne qui va prendre une décision va pouvoir mettre les matchs appropriés avec ce qu'il a dit au lieu d'arriver de même puis d'interpréter ça a-tu été fait de façon polie et respectueuse. Puis il y a encore des personnes qui vont utiliser des moyens détournés pour te passer un message. C'est pas parce que quelqu'un te dit quelque chose qui ne passe pas, qui aurait été entendu par tout le monde, versus juste toi et lui. Moi, ma ligne est tracée. Puis celui qui a franchi, que ce soit devant tout le monde ou juste entre moi et lui, je vais l'expulser parce qu'il a traversé ma ligne. Ben, c'est bon, ça. Puis, tu sais, quand tu parles de moyens détournés, si un entraîneur ou un joueur va te voir et tient des propos inacceptables envers ton confrère, tu vas agir là, quand même, là, parce qu'il s'attaque à un arbitre, même si c'est pas envers toi personnellement. Tout à fait. Tout à fait. C'est sûr que en tant que tel, je vais essayer de le calmer. Je vais pas l'expulser sur le fait parce qu'il dit ton confrère, il faudrait qu'il allume puis te le quitte. Puis je vais essayer de le raisonner. Je vais travailler là-dessus. Mais c'est sûr que s'il franchit à la ligne, c'est comme un joueur qui défend son coéquipier, c'est comme un entraîneur qui défend ses joueurs. Ben moi, je vais défendre mon collègue. Tu travail d'équipe, comme on disait tantôt. Hein. Oui. Puis souvent sur le terrain, on entend c'est pas à toi que je parlais. Ben oui, mais c'est pas une question de tu me parles ou pas, c'est que je suis ici pour faire respecter un certain décorum, puis visiblement, c'est que tu le respectes pas, fait que je vais intervenir. Fait qu'il n'y a pas de c'est pas à toi que je parlais. Anyway, t'es là pour appliquer une règle, hein? Fait que Ben s'il manque de respect, que ce soit à ton collègue, que ce soit un joueur, n'importe qui, même si c'est pas toi qui parlais, t'appliques la règle pareil. Fait que ça, c'est ton rôle. Là. Ben vous avez entièrement raison. Ça fait quand même plusieurs années que vous arbitrez, puis d'entrée de jeu, si je me souviens bien, c'est Sébastien qui disait, avant, ben oui, c'était toi, parce que tu disais Béden à Béden, puis ça m'a rappelé que ma première engueulade digne de ce nom au niveau junior élite, t'étais en arrière de l'entraîneur, puis tu me faisais des signes, ah ouais, continue poivelé, là, dans mon champ de vision, puis j'essayais de pas rire pendant la situation. Parce que c'était vraiment une nuisance à mon sérieux dans l'obstinage, là, maintenant que c'est dit. Mais maintenant, tout ça a changé. Qu'est-ce qui, à votre avis, est la chose la plus pertinente qui a changé? Quel est le meilleur changement dans l'approche, là, dans tout le monde du baseball ces dernières années? T'en as parlé tantôt. Au Québec, on a vraiment une mentalité hockey. Peu importe le sport qu'on pratique, on transpose notre mentalité hockey. On va jouer au badminton, puis on a cette même agressivité. On va jouer au baseball, ben on va utiliser la même façon de faire qu'au hockey. Et il y a des choses qui ne se fait pas au baseball. De narguer l'adversaire, ça se fait pas. Il y a des codes qui peuvent se régler entre joueurs, mais il y a des choses que tu peux pas te revenger de quelqu'un qui a flippé son bat avec une balle à la tête, ça passe pas ça.
c'est des affaires qui peuvent pas se régler entre joueurs. Par contre, quand il y a un commentaire ici et là, ben, ça peut se régler, s'auto-gérer par les joueurs ou les entraîneurs jusqu'à une certaine limite. La mentalité argumentative puis belligérante du hockey, c'est sûr que moi, normalement, que tu te promènes un peu dans le baseball, comme on a eu la chance, nous, d'aller au Canada ou ailleurs, là, on se rend compte que c'est fait tout autrement. Là. Le baseball, à la base, c'est en anglais, ils disent un gentleman sport, un sport de gentleman où est-ce que le monde sont polis, sont courtois, puis comme lanceur, je t'offre ma meilleure offrande et toi, comme frappeur, fais ce que tu peux avec. Si je réussis à te retirer, ben, je serai content et si tu réussis à la frapper, je t'en féliciterai. Bon, je caricature un peu, mais c'est un peu la vision peut-être plus anglo-saxonne du baseball. Puis, chez nous, ici, on est beaucoup plus justement dans l'intensité, dans l'agressivité, oui, c'est ça, dans les émotions, puis dans le langage également, dans le trash talk, puis je vais essayer de le déconcentrer en lui disant quelque chose de pas fin. Puis de plus en plus, le changement qu'on voit dans les dernières années, c'est beaucoup de gestes posés par les dirigeants puis les officiels pour éliminer ça, puis le mettre complètement de côté. Puis moi, dans ma pratique, une des choses que j'ai faites, c'est que moi, j'évite la confrontation avec les entraîneurs. Donc, c'est sûr que je vais donner des explications claires. Si j'expulse, j'arrête de parler. Depuis quelques années, je fais ça. À partir du moment où j'expulse un joueur ou un entraîneur, je ne lui réponds plus. À un moment donné, il se rend compte qu'il parle tout seul puis il quitte. Moi, je ne serai pas dans la confrontation. Je mets une limite, je mets une sanction, c'est terminé. Puis dans le pro, les boys, est-ce que c'est le même. Est-ce que vous remarquez à peu près les mêmes choses? Encore plus dans le pro. Encore plus dans le pro. Dans le pro, si vous regardez les vidéos, par exemple, sur Close Call Sports, des différentes expulsions, vous allez voir que la grande majorité du temps, l'officiel va expulser, puis ça va être 2-3 mots, puis après ça, ben, si on tourne les épaules, quelqu'un d'autre vient ramasser le joueur expulsé ou l'entraîneur, puis on passe à autre chose rapidement. Les confrontations bédaine à bédaine, calotte à calotte ou masque N95 à masque N95, on les voit plus beaucoup de nos jours. Ou 2 mètres à 2 mètres, ça c'est... Mais ça va peut-être avoir juste cet avantage-là. S'il y a un avantage de la pandémie, c'est qu'à un moment donné, c'est que c'est un peu moins naturel de s'obstiner à distance. Fait que si on peut garder au moins cette petite avancée-là dans le domaine du baseball, mais tant mieux, profitons-en. Puis... C'est un bon moment de développer une petite toux, la personne va prendre du recul, tout va bien aller. Bon, truc, ça, tout est dans les pastilles. Non, mauvais truc. C'est une fausse bonne idée. C'est juste pour dire l'évolution de la mentalité. Tu sais, dans le junior élite, le coach peut même plus traverser la ligne sans le demander, sinon il se fait expulser à instant. Là. Fait que, tu sais, avant, c'était pas ça. Là. Tu sais, avant, il pouvait courir sur le terrain puis il n'y avait pas d'expulsion instantanée. Là. C'était plus, tant qu'il y avait une confrontation, ça pouvait finir. Mais tu sais, c'est ce genre de petits moves-là là, qui créent une énorme différence dans la gestion de match, ça, c'est sûr et certain. Et il y a aussi le fait que au hockey, on fait une gestion des infractions. On sélectionne, OK, telle affaire, on va laisser aller, telle autre, on va punir tout le long du match. Fait que, rendu en troisième période, ben, les coups qui étaient appelés comme tels diminuent parce que les joueurs se sont adaptés aux standards des arbitres. Au baseball, on est là pour appliquer des règles. Puis, c'est pas... ouais, mais il ne l'a pas vraiment accroché. Non, il y a eu une obstruction, mais il faut l'appeler. Il faut appliquer la règle. Puis, ça, c'est difficile à expliquer pour certains d'arriver de même que de dire, hey, regarde, c'est pas... c'est clair, net et précis. Il y a nuit, que ce soit volontaire ou non, il y a nuit. Bien, il y a nuit, c'est une obstruction. Il est au même titre que l'interférence ou autre action qui est arrivée. Fait que d'expliquer le règlement, c'est pas une confrontation, là. C'est de l'éducation qu'on fait. Puis ça, faut le faire. Mais pour pouvoir le faire, il faut connaître aussi les règles. Fait que dans le fond, pour toi, une bonne gestion de match commence par une bonne préparation au niveau des règles, puis probablement au niveau du jugement également, puis au niveau de la technique. Tout à fait. Tu sais,
situation très bête, 2 coureurs sur un même but. Mais si le joueur défensif touche un, touche l'autre, puis tu fais out, safe, lequel qui est retiré, lequel qui est sauf, tu viens, juste par ta signalisation qui n'est pas adéquate, tu viens de te provoquer une situation de gestion de match dans cette situation-là. Si tu identifies, lui, lui, il est retiré, lui, il est sauf. Si le joueur qui est sauf s'en va et se fait toucher, double jeu, tout le monde a compris, tout le monde a vu que tu l'avais très bien identifié. Puis là, même si l'instructeur te demande de venir te voir, t'expliquer le tout, tu as des arguments là, larges comme le bras pour pouvoir dire, regarde, je l'ai très bien identifié, lui il était sauf, lui il était retiré, celui qui est sauf, il a quitté le but, il s'est fait toucher, il est retiré. Terminé. Moi, je pense que le plus gros combat qu'on a à vivre dans le baseball mineur, là, c'est sûr que je représente un petit peu plus le baseball mineur que vous autres, les boys. Là. Mais tu sais, dans le baseball mineur, c'est la connaissance des règlements, c'est un des points les plus incroyables, là, dans le sens que la connaissance des règlements par rapport aux joueurs, aux entraîneurs qui font juste une petite formation PNCA de leur côté, puis qu'après ça, ils s'en vont directement sur le terrain, puis qu'ils sont corrects. Le nombre de situations qu'une expulsion causée par une mauvaise connaissance d'un règlement dans le baseball mineur, c'est très, très, très commun. Là. Fait que ça, c'est sûr et certain que si justement on est capable d'avoir des officiels qui connaissent bien les règlements, puis ça va des deux côtés. Là. Autant les officiels connaissent bien les règlements, qu'ils appliquent comme il faut, qu'il y a des officiels qui pourraient faire des erreurs en ne pas appliquer un règlement comme il faut. Et on l'a vu ça aussi assez fréquemment. C'est là que ça fait en sorte que tu peux éviter plusieurs situations de gestion de match si tu as une très, très bonne connaissance de tes règlements, parce qu'après ça, tu es crédible. Puis, tu sais, un arbitre, là, c'est énormément par rapport à la crédibilité, ta prestance, de qu'est-ce que tu as l'air. Tantôt, Sébastien, tu parlais de comment tu fais ton call. C'est-tu direct, tu bangs-tu, tu fais-tu juste un safe bien simple, puis que tu as l'air sûr, tu as l'air trop sûr de ta shot, puis que justement, c'est un jeu serré, puis que tout le monde pensait que c'était pas serré. Mais cette prestance-là, que tu connais tes règlements, tu sais comment le verbaliser, tu l'appliques comme il faut, ça peut souvent éteindre plusieurs situations de gestion de match. Puis, c'est des situations qui sont artificiellement créées. En fait, je vais aller plutôt au contraire. C'est que par des bonnes mécaniques et des bonnes connaissances des situations de jeu, on rend des décisions claires, sans équivoque. Tandis que si ta connaissance des règles de jeu ou tes mécaniques ne sont pas bonnes, tu crées artificiellement des situations. Tu rends le match plus difficile qu'il ne devrait l'être par une mauvaise mécanique ou une mauvaise connaissance des règles de jeu. Donc, j'appuie ton point tout à fait, là, Mathieu. Là, ça passe par là. C'est une préparation à gérer un match. Ça passe par avoir vu les règles de jeu, connaître leurs exceptions, avoir vu des exemples, puis avoir travaillé sur ses mécaniques, puis avoir l'air sharp sur le terrain, être bien habillé, être propre, avoir bien lavé ses souliers. Les deux, pas juste un, Gabriel. Puis, tout passe par ça. Puis après ça, là, on tombe dans la communication, dans ce qu'on jase depuis tantôt. Tu sais, dans le baseball mineur, en plus, il y a plusieurs catégories. Les plusieurs catégories ont des règlements différents. Ça aussi, là, c'est un ajustement à faire puis qui est super important. Que quand tu le sais que tu arrives dans un match de PWIA, OK, dans le PWIA, y a-tu des règlements spéciaux dans cette ligue-là? Il y a des règlements de ligue aussi. Fait que c'est super important de bien se préparer avant son match par rapport à la catégorie qu'on va. Les fameuses feuilles bleues du livre de règlement. Oui. Lesquelles? Tous sont au centre, là, ceux que tu lis pas. Mais ceux qui servent à chimer mon bureau présentement. Ouais, mais dans le PDF maintenant, sont à la fin. Là, on est rendu vert désormais. Mathieu, tu parles de certaines divisions ou des niveaux de jeu. Il y a la règle 103.21 qui s'applique, qui va venir changer à peu près bout à bout la gestion de match curative, là, disons-le comme ça. C'est-à-dire que dans le 11U2A, puis dans tout ce qui est 9U A et B jusqu'à 18U A et B, il n'est pas supposé avoir de sortie d'entraîneur. Puis même au niveau du junior élite, ça a été dit tantôt, c'est qu'on balise énormément l'intervention des entraîneurs pendant le jeu. Fait qu'à ce moment-là, les arbitres, il faut qu'ils se réajustent. Puis, les boys, si demain matin, vous aviez à faire une partie mineure A ou B, vous auriez probablement envie de discuter avec l'entraîneur si jamais il vous pose une question, parce que, vous êtes capable d'assumer vos fonctions, d'avoir une réponse qui va éclairer tout le monde. Mais on ne veut plus discuter avec les entraîneurs parce qu'il y a trop eu d'abus. Fait que ça vient
ça vient changer drastiquement la gestion de match qu'on va avoir. Puis je pense surtout aux arbitres qui vont faire du 2A. Puis du A dans une même saison, c'est-à-dire que tu vas interagir de manière totalement différente en fonction de la réglementation qui vient gouverner ton match. Mais cela dit, est-ce que avoir une règle qui interdit les visites des entraîneurs, ça fait en sorte qu'il faut avoir le droit à sa détente à tout moment? Moi, je pense pas. Puis je pense que la preuve, je sais pas si c'est une preuve ou non, mais tu sais, en tout cas, dans ma région, le nombre de fois que cette règle-là est appliquée, c'est à peu près une fois par année. Fait que, tu sais, il y a pas grands officiels qui l'appliquent. La raison étant, on a beaucoup de mentalité de, tu sais, c'est des bénévoles. La majorité, évidemment, des entraîneurs, c'est des bénévoles. Les joueurs sont là pour avoir du fun. On fait à peu près 18 matchs dans une saison. C'est pas vraiment beaucoup. Tu sais, on essaie de garder ces gens-là sur le terrain le plus souvent possible. Mais, tu sais, je pense que, en tout cas, à mon avis, moi, que je veux dire, je l'enseigne, mon but, c'est d'appliquer de ces règles-là au moment on a un doute que ça peut créer un débordement. Donc, il peut y avoir du criage, il peut y avoir du chiolage, il peut y avoir des insultes, un coach qui se rue à la course vers moi. Tu sais que c'est pas juste « Hey coach, hey arbitre, peux-tu venir te parler? » Tu sais, je pense qu'il y a une façon qu'il faut gérer ce règlement-là qui est la façon que c'est demandé, la façon que c'est présenté. C'est là que tu décides si tu l'appliques ou non. Mais, tu sais, je reviens tantôt au truc que moi j'applique le plus souvent possible, d'aller parler à l'entraîneur après les manches. Ben, tu sais, c'est là que ça peut te sauver de cette situation-là. Après, tu sais, hey coach, je vais aller te parler après la manche, on va se parler tantôt. Tu sais, c'est justement ce genre d'affaire-là qui est là. Mais moi, j'essaie de vraiment, tu sais, ça dit vraiment dans le livre des règlements, tu sais, c'est-tu un protest, c'est une substitution, tu sais, c'est quasiment comme une ligne qu'on est censé dire, là. Mais, en même temps, sachant que c'est du baseball mineur, ça peut être une question de réglementation. Ça peut être juste qu'il n'a pas compris le règlement, qu'il ne le connaît pas. Fait que moi, je dis pas aux arbitres de le déclencher tout de suite, mais au moment qu'ils ont un petit doute que ça peut être désagréable, ça peut être négatif, ben gênez-vous pas, le règlement est là pour vous protéger en même temps. Puis c'est une question de respect. Je pense que la chose la plus importante d'un officiel aussi, c'est de se respecter en tant que personne aussi là-dedans. Si tu n'es pas bien dans la situation, tu te sens, tu sais, on veut pas, on a des officiels de 13, 14 ans. S'il y en a qui se sentent intimidés, qui ne se sentent pas dans la possibilité de le faire, ben ce règlement-là est là pour ça. Tu sais, le fait de refuser l'intervention d'un entraîneur, ça peut mettre plus d'huile sur le feu que de l'accueillir puis d'y parler. Tu sais, dans le junior élite, il y a un gérant, Dominique Simard, pour ne pas le nommer. Quand il vient me voir, je sais tout de suite qu'est-ce qu'il veut, juste avec son langage non-verbal. Puis en plus, il me le dit, je viens de voir, je sais que tu as fait la bonne décision, mais j'ai 15 joueurs sur le banc qui me poussent. J'ai 23 parents dans les estrades qui me poussent. Je viens de voir juste pour calmer la situation. Dans d'autres situations, il arrive de même, il dit là, faut que je shake mon équipe. Là, on va partir, puis on va danser pendant une certaine période, puis après ça, tu me mettras dehors, ça ne me dérange pas. Et il y a une autre fois qu'il vient me voir, là, puis il fait juste me dire t'es-tu sûr? Oh, là, je viens de constater qu'il n'est pas d'accord avec la décision comme telle. Il y a des entraîneurs qui connaissent aussi la game comme telle, puis qui va venir intervenir, qui va venir calmer le jeu dans une situation corsée. Puis ça, il faut les accueillir, ces entraîneurs-là, peu importe le niveau, il faut les accueillir pour passer aussi peut-être un message d'éducation sur la règle, puis d'y expliquer avec la règle. Puis là, si tu connais la règle comme il faut, bien là, tu peux y expliquer. La règle dit telle chose. Et pour ça, c'est telle décision qui est rendue. C'est sûr qu'il faut y aller avec les faits. Qu'est-ce qui est arrivé? Le joueur, il a touché le coureur avec son gant. La balle était dans sa main nue. Je ne peux pas le déclarer retiré. Et j'en ai vécu des situations, que ce soit moi sur le terrain, que ce soit comme superviseur dans des championnats nationaux où un joueur avait la balle dans les mains et il a touché avec son gant le but, qui était un jeu forcé. Et le joueur, pas le joueur, mais l'arbitre national a déclaré le jeu sauf parce qu'il y avait la balle dans les mains puis il a touché le but avec son gant. L'entraîneur, il est allé le voir, très calme, puis il est allé discuter avec, puis il a demandé c'est quoi la différence entre toucher avec son pied le but puis de toucher avec son gant, puis l'arbitre n'a pas allumé. Et
l'entraîneur, vu qu'il connaissait les règlements, il est arrivé de même, puis il a dit, je vais déposer un protêt. Puis, souvent, les entraîneurs qui ne connaissent pas le règlement vont aller dans l'émotion, dans la partie, et là, c'est là qu'il y a une confrontation. Et là, l'arbitre, s'il est sûr de son règlement, au lieu de partir dans une discussion animée, il a juste à lui dire « Dépose-moi un protêt, je suis sûr de ma décision. » Tu vas me dire, Jean-François, que dans le mineur, il n'y a pas, dans certaines ligues, il n'y a pas de protêts qui sont acceptables, mais juste le fait de dire à l'entraîneur, il va douter. Ben, en fait, je te dirais pas ça parce que il y a peut-être certaines régions qui ont une limite au protège, mais by the book à Baseball Québec, c'est permis. Par contre, je rejoins un peu, ou je veux t'entendre sur le commentaire de Martin Chaillé sur Facebook qui dit oui, les explications quand t'es ferré pour y répondre, mais je me mets dans la peau d'un arbitre de 14 ans qui peut être un peu impressionné ou un peu shaké par un entraîneur qui sort. Ça devient problématique d'y aller avec une approche aussi ouverte que la tienne. Ou encore, il y a certains entraîneurs qui vont jouer la game d'une autre manière. Ou est-ce qu'ils vont aller voir, surtout un jeune arbitre ou un arbitre qui est un peu moins à l'aise dans ses fonctions, puis dire, essayer de dire comment arbitrer finalement ou d'essayer d'y expliquer à vie. Fait que là, ils vont essayer de mettre l'arbitre en boîte, après de déformer des propos. Puis là, mais après, là, c'est que, comment je dirais bien ça, là, c'est que la défécation heurte le ventilateur. Moi, là, un adulte qui va utiliser son expérience de baseball pour venir mettre en boîte un jeune de 14-15 ans ou quelqu'un qui commence l'arbitrage et tout, puis qui veut redonner à son sport, puis d'essayer juste pour gagner un point ou gagner une partie, moi, ça me pue au nez. D'arriver de même, puis c'est toi l'adulte dans le lot, puis tu viens de démontrer à tous les jeunes qui sont sur le terrain qu'un adulte peut venir humilier un jeune de 14 ans. Après ça, on se pose des questions, pourquoi il n'y a plus d'arbitre, puis qu'il n'y a plus de relève qui suivent. Ben, c'est peut-être aussi un peu à cause de ça. Puis tu vas être pogné avec moi pour tes prochaines parties parce que il n'y a plus d'arbitre de disponible. Tu sais, ce genre de situation-là, l'affaire qui est triste, là, puis je suis quand même content d'avoir vécu mon expérience en tant qu'entraîneur des équipes du Québec, etc. Mais, tu sais, le baseball mineur et même moins mineur, là, on va dire par exemple même le midget 3, c'est un réseau de développement. La chose qui est importante à comprendre là-dedans, là, c'est que autant pour les entraîneurs, les joueurs, mais aussi les arbitres, c'est un réseau de développement aussi. Là. Pour les arbitres aussi, s'il y a un arbitre qui fait du PWIA puis que c'est sa deuxième année, mais c'est la même chose qu'un joueur que c'est sa deuxième année qui joue. Ça se peut qu'il fasse des erreurs, ça se peut qu'il se trompe, ça se peut que ses déplacements y rapent, ça se peut qu'il ne connaisse pas les règlements au complet parce qu'il y a à peu près 450 pages. Le but là-dedans, là, c'est de comprendre que justement, en tant qu'adulte, en tant que personne qui est en autorité sur le terrain par rapport à un officiel, il est important de comprendre que cette personne-là, ça se peut qu'elle se trompe, ça se peut qu'elle fasse des erreurs, mais qu'à la fin, cette personne-là, le but, c'est pas juste de la faire chier puis de l'humilier devant tout le monde, c'est peut-être de se servir aussi de cet aspect-là pour l'éduquer puis faire « Hey, en passant, regarde, ça, c'est comme ça. Viens me parler après la manche. On va essayer de jaser là-dessus. Hey, ça, c'était ça la situation. Comment tu l'as vu? OK, parfait. Moi, je pense que c'est comme ça. On validera après la game. Au pire, c'est pas plus grave que ça. Mais il faut vraiment prendre le temps d'expliquer, à mon avis, aux entraîneurs que c'est vraiment du développement pour tout le monde. Tu sais, j'ai jamais vu un arbitre crier sur le terrain à un joueur qu'il y a une balle qui passe entre ses jambes. « Hey, t'es un maudit pourri. » J'ai jamais entendu ça, là. Fait que, tu sais, pourquoi que... Non, on l'a peut-être dit, on l'a peut-être chuchoté, mais on l'a pas crié. Penser souvent. Mais ça, c'est différent. Mais je on pense va que être c'est... un auteur à cause de toi, là. Mais c'est ça. Mais il y a trop souvent que justement que je vois des personnes en autorité justement crier sur des arbitres de 13-14 ans. Puis on va malheureusement inclure certains parents des fois là, qui font de l'exagération puis qui critiquent ces genres d'officiels-là, mais que ça, tu sais, jamais que je vais aller m'asseoir dans les estrades pour aller insulter un jeune qui joue. Là. Jamais que je vais faire ça. Là. Puis. Sauf au Saguenay. Mais je viens de là, hein. On faisait pas ça, dans le temps. Pardon? J'ai dit dans le temps. Gauche, J'ai dit dans la le ligne temps. du champ gauche, là, c'est 200-300 d'habitude qui sont là pour ça. À Saint-Honoré, let's go.
Ouais, puis tu sais, mais tu sais, Mathieu, même au niveau junior élite, tu sais, c'est que c'est. Y a pas, ils font pas d'argent avec les foules à part une coupe de game en série ou quoi que ce soit. Ça demeure une ligue estivale pour les meilleurs joueurs qui vont retourner dans les collèges. Ça devient une ligue un peu plus sérieuse pour les meilleurs joueurs du groupe d'âge qui est là. Sauf qu'il n'y a pas de contrats qui vont signer nécessairement aux juniors élites. Surtout maintenant dans une structure de développement avec l'ABC où est-ce qu'on pousse les joueurs plus talentueux vers les collèges américains. T'sais, fait que puis, tu sais, au niveau senior, oui, il peut en avoir un peu, mais l'impact demeure mineur. Fait qu'autrement dit, à part nos ligues professionnelles, là, comme la Frontier, tu sais, ça demeure du baseball de très haut niveau, sauf que les enjeux demeurent des enjeux de baseball amateur. Effectivement. Clairement, là, fait qu'il faut que les gens qui s'énervent davantage sur le terrain redescendent un petit peu sur terre. Ça, c'est certain. Messieurs, je m'étais promis de vous poser une question, puis avant de l'oublier, je vous la pose immédiatement. Avec ce que vous savez maintenant, avec votre bagage, qu'est-ce que vous auriez aimé savoir plus jeune qui vous aurait aidé, v'là 15, 20, 25, 30 ans, lors de vos débuts dans l'arbitrage? C'est ça, si j'avais su ça à 15 ans, mais Colin, ça aurait tellement mieux été. Mais Scrubbing Bubbles n'existait pas quand j'ai commencé à arbitrer. T'as dû commencer, toi, avec l'espèce de pas de C, mais l'espèce d'affaire en bouchon qu'on se tachait toute la gang en utilisant ça, là, toi aussi. Là. Ouais, exact. Regarde, moi, je suis trop vieux, j'avais même du shine en cire qu'il fallait faire, puis il fallait sortir notre guenille pour nettoyer. Oh. Mais tu sais, j'ai commencé avec des chemises, hein, pas des polos. Hein. Fait que, regarde, c'est pas pour rien que j'ai du blanc dans la barbe. Hein. C'est pour ça que je l'ai rasé avant, moi, pour qu'on voit le blanc. Là. Ah, regarde, moi, je m'assume. Il y a une chose qui est sûre. Tu me parles de même là, de savoir qu'est-ce que j'aurais aimé. C'est par l'expérience qu'on vient, parce que même si il y a peut-être des affaires qui m'ont été dites à 14-15 ans quand j'ai commencé, puis que ça a rentré, puis ça a sorti, puis c'est seulement quand je l'ai vécu la première fois que ça a fait « Oh, c'est ça qui voulait me parler, là! » Fait que c'est un peu dur à dire là-dessus, mais c'est de se tenir informé. Que ce soit, même si c'est dans un cadre ludique, que tu apprennes une situation et tout, bien, oui, n'importe qui peut te donner hey, qu'est-ce que tu aurais fait dans telle situation et tout. C'est de prendre des notes dans ta tête puis de dire hey, moi, qu'est-ce que j'aurais fait dans cette situation-là? Je suis pas sûr. Puis de prendre notre livre de règlement puis d'aller vérifier. Ah, OK, ouais, le règlement, c'est ça. Tu sais, moi, la substitution non annoncée, je l'ai appris dans le junior 2A. Que ça existait, qu'on pouvait faire un changement. J'ai appelé le mauvais frappeur, la règle du frappeur hors séquence. Puis c'est après la partie que j'ai fait « Hey, c'est vrai, c'est que je me suis gouré. » Puis le pire là-dedans, c'est qu'il ne s'est rien passé dans la partie. L'instructeur, il a dit « Ben oui, j'ai oublié de faire le changement. Ben c'est normal qu'il soit retiré, le kit. » Aujourd'hui, s'il y a un frappeur qui est non annoncé, je le mets sur mon line-up. Puis la seule affaire, c'est que je l'ai dit au marqueur. Je dis, regarde, j'ai pas eu le changement, mais le 25 est venu frapper à la place du 8. That's it. C'est fini là. Puis là, s'il y a des règlements de ligue qui font en sorte que l'équipe est mise à l'amende, ben ça dépend de chacune des ligues. Puis je le dis au marqueur souvent, s'il y a un changement que je te donne pas, c'est parce que je l'ai pas eu. Fait qu'il sait déjà qu'il peut le marquer sur son rapport. Moi, dans le baseball mineur, le règlement que je rappelle le plus, c'est la fameuse pause du lanceur. Genre, c'est combien de temps que ça prend pour une pause du lanceur? C'est juste un arrêt complet, il n'y a pas de temps, mais la quantité de gens qui pensent que c'est « Ah, c'est 1 seconde, ah, c'est 2 secondes », puis je le fais le test avec mes officiels dans les formations théoriques, là, puis je le pose, puis il n'y a personne qui me répond pas de temps, puis c'est un arrêt complet, personne, puis la majorité là-dedans, dans les niveaux 1, niveau 2, c'est des jeunes qui jouent Pee-Wee, qui jouent peut-être Bantam, qui lancent, qui voient ça, puis qui le savent même pas. Fait que moi, pour vrai, là, ça aurait été comme le premier règlement, même moi, je lançais quand j'étais jeune, puis j'ai toujours pensé, je suis content
comptait 2-3 secondes dans ma tête, puis je me suis dit que je devrais être correct. Mais je pense que c'est mon règlement favori maintenant que j'applique le plus possible. Mais évidemment, dans le mineur, je l'applique sous forme d'éducation. Je m'en vais l'expliquer, puis je donne plus un avertissement que de l'appliquer. Mais ça, pour moi, c'est clairement mon règlement favori. Ça, c'est intéressant. Puis, tu sais, Sébastien, ce que tu as dit tantôt, c'est par rapport à l'expérience et tout. T'sais, moi, j'ai commencé à arbitrer dans mon coin de pays, mais on vient du même coin de pays initialement. Puis le meilleur conseil qu'on m'a donné en arbitrage, c'est quand tu sais pas quoi faire, fais quelque chose. Puis c'est quelque chose que j'ai appliqué dans d'autres sphères de ma vie par la suite. Puis ça veut rien dire, mais ça veut tout dire en même temps. Là. Ça, c'est-à-dire que essaie quelque chose, reste pas immobile, là, pas, bouge. Puis c'est une des choses intelligentes qu'on m'a dites dans ma vie. Il y en a eu d'autres également. Là-dessus, c'est bien certain. Toi, pour ta part, Guillaume, si tu avais à parler aux jeunes toi-même, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir ou tu aurais aimé qu'on te dise quand tu as commencé dans le business pour être confortable plus vite sur le terrain? Cette question-là m'embête. Je le sais pas. Ça va bien aller. Oui, c'est ça, là. Aïe, je le sais pas. Parce que, tu sais, à 14, 15, 16 ans, tu as le syndrome d'invincibilité. Tu penses que tu es capable de tout faire. Tu cherches, tu es en recherche d'autonomie puis de redéfinir tes groupes sociaux. Puis t'as comme pas le goût de t'affilier à des personnes plus âgées que toi. Tu veux être avec du monde de ton âge, puis tu veux faire tes propres expériences. Fait que, tu sais, je repense à mon parcours à moi à 14, 15, 16 ans, puis tu sais, je suis monté au midget 3 très, très, très rapidement, très jeune. Puis on salue la visite à Jean-François. Bonjour Frédéric! T'entends pas en ce moment. Puis, tu sais, au travers de toutes ces étapes-là, je ne sais pas, tu sais, qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment qui m'aurait donné plus confiance que ce que j'ai eu à ces moments-là. Tu sais, j'ai eu des bons mentors, des personnes qui m'ont appuyé, puis des personnes qui m'ont supporté. Mais, tu sais, je pense que le meilleur conseil qu'on peut donner, c'est juste d'être à l'écoute, puis d'être ouvert, puis d'absorber 10% de ce qu'on te dit. Puis juste avec ça, puis d'être humble, mais sérieux, mais d'avoir du fun au travers de ça. C'est quoi qu'on dit? Si vieillesse pouvait, si jeunesse savait, mais ça s'applique peut-être en gestion de match aussi. Là. C'est excellent, ça. J'adore. Puis, je note. C'est ça. C'est bon. Puis, tu sais, à un moment donné, ça sert à rien de casser la tête des jeunes en disant tu devrais faire ci, ça. Puis, tu sais, il faut que tu te plantes, puis il faut que tu essaies pour devenir meilleur. Puis, tu sais, au final, veux pas, quand tu demandes à un ado de 14, 15, 16 ans d'aller gérer un vieux monsieur qui se désorganise, mais calvasse, c'est que ça se peut que les résultats soient mitigés ou que ça soit pas évident du premier coup. Là. Il y a ça aussi. Là. Apprendre à arbitrer, c'est plusieurs choses. C'est apprendre, oui, au niveau des relations sociales, au niveau des règlements, mais c'est aussi une panoplie d'apprentissage moteur qui est à faire. Là. Puis, ce qui n'est pas facile dans ces apprentissages moteurs-là, c'est on apprend à arbitrer, on apprend du positionnement, on apprend à se déplacer, on apprend à réagir différemment, on apprend à courir, on apprend à démontrer de la certitude dans nos gestes, dans nos appels. Puis on le fait en changeant la grandeur des joueurs qui sont devant nous autres d'année en année parce qu'on commence pas bon, jeune, avec des tout petits, du moustique, du pee-wee. Je ne sais plus les catégories, là, je m'excuse. Puis plus on devient bon, plus on grandit le monde devant nous, donc plus on nous force à réapprendre nos gestes moteurs puis à se réadapter. Donc on se place toujours dans une situation de déséquilibre. Donc on est tout le temps en constant déséquilibre et apprentissage jusqu'à temps qu'on arrive à un âge avec les plus vieux, là, à partir de 18 ans, où les joueurs arrêtent de grandir devant nous, sont juste un peu meilleurs, un petit peu plus vite. Puis là, on peut commencer à être beaucoup plus solide au niveau de nos apprentissages moteurs, puis mettre ça de côté, cette technique-là, dans notre tête, puis passer un petit peu plus de temps sur, justement, la gestion de partie, ces éléments-là qu'on peut mettre en place au niveau de la connaissance des règlements. On fait de la place dans notre cerveau pour être en mesure de passer plus de temps là-dessus. Donc, on en demande beaucoup à nos jeunes officiels en les plaçant dans une situation constante là, d'apprentissage également. Puis c'est pas à négliger, ça. Bon, c'est un excellent point, là, l'espèce de courbe d'apprentissage qui va s'effectuer sur plusieurs années. Puis, il faut laisser le temps à la personne de s'approprier son métier, là, en quelque sorte. Là, c'est vrai pour les joueurs. Tu sais, GF,
Jeff, l'apprentissage, là, elle n'arrête jamais. Ben, tout à fait. Encore moi, encore Guillaume, encore Mathieu, même toi, on apprend encore. On fait un match, peu importe le niveau. L'année passée, je suis allé faire U15 là, pour être sûr que c'est la bonne catégorie à Belleuil. Puis je suis allé là avec des arbitres qui avaient quand même de l'expérience parce que c'était dans le cadre d'un tournoi. Puis même moi, j'ai appris, OK, c'est sûr que c'était le système COVID en arrière du lanceur, mais il fallait que je réfléchisse à ce que j'étais pour faire, puis comment j'étais pour gérer les situations qui étaient présentes. Puis il y a toujours quelqu'un qui va arriver de même, puis qui va sortir quelque chose que s'il avait posé la question à un jeune, lui, il l'aurait su parce qu'il fait souvent cette catégorie-là. Moi, j'ai dû fouiller dans mon disque dur assez rapidement là-dessus. Fait qu'on apprend à chaque match. Peu importe le niveau qu'on fait, c'est en faisant des matchs qu'on va apprendre et qu'on va avoir le meilleur bagage. C'est correct de se tromper, gang. Ça va arriver. Puis on se trompe encore. Puis Bass, ça trompe. Moi, je me trompe. Guillaume, il se trompe. Jeff, il va se tromper encore. Puis ça va arriver. Puis c'est pas grave. Puis le but là-dedans, c'est de comprendre pourquoi on s'est trompé. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation, pour faire en sorte que ça réarrive plus. C'est constant apprentissage de ce côté-là, mais de pas de se mettre de pression à être parfait tout le temps parce que ça arrivera pas. Puis c'est pas plus grave que ça. De toute façon, nous, on est rendu à l'âge où on a déjà tout appris, mais on est en train de l'oublier puis de le réapprendre une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième fois. C'est là qu'on est rendu, nous autres. Ouais, puis on met la barre haute à un moment donné, on arrive en début de saison pour des examens nationaux et tout, mais on va aller lire beaucoup plus les interprétations, on va être beaucoup plus dans le détail, parce qu'il y a un désir constant de vouloir être sa coche. Puis, si tu veux pas être moins bon que l'année d'avant non plus, fait qu'il y a un désir de vouloir rester à un certain niveau. Fait que veux pas, tu finis par t'améliorer aussi à travers ça. Puis, c'est vrai en termes de réglementation, puis c'est vrai en termes de gestion de match. Hey, messieurs, je vous remercie énormément pour pour ces échanges-là. Je m'en allais dire débat, là, quel mauvais mot. Sauf que ça, on va tester ensemble parce que je voulais jaser un petit peu avec Mathieu, là, en changeant un petit peu de sujet, là, en passant du coq à l'âne. Parce qu'à Québec, cette année, là, il y a beaucoup, ça bouge beaucoup en début de saison. Puis, j'ai invité des représentants régionaux à venir nous voir à l'occasion pour jaser de ce qui se passe chez eux. Puis, Mathieu, lui, a été assez audacieux dans son approche. On parlait de formation tantôt. Mathieu a été en mesure de tenter un retour vers des formations théoriques en présentiel. Tout était permis, tout était sharp, c'était permis. Sauf qu'on sait que l'accès aux locaux est assez difficile. Mathieu a osé quand même. Puis, j'aimerais savoir comment ça s'est passé de ton côté, le retour en classe. Ça va quand même super bien. Déjà, avec samedi qui s'en vient, on va être déjà à 80 personnes de formées en 4 fins de semaine, fait que 20 personnes par session. Au total, c'est 105 inscriptions qu'on a déjà pour les stages en présentiel théorique. Là. Fait que normalement, à Québec, on a à peu près 230 arbitres, fait qu'on aurait déjà presque 50% de nos officiels qui seraient déjà venus dans les formations théoriques en présentiel. C'est très, très bien reçu. Ça va bien. Les gens sont contents de pouvoir venir poser des questions sur des mises en situation, des expériences dans le passé. Je pense que c'est ça qui manquait à certaines personnes. Puis un peu le côté humain, là, pas juste de lire du texte puis de répondre à des questions après. Je pense que d'en parler, de prendre, tu sais, des fois de juste sortir un petit peu de l'aspect théorie, dans le sens on reste dans la théorie, mais qu'on explique des mises en situation qui arrivent. Tu sais, il n'y a pas juste moi qui donne des formations, il y a Marc Genet qui va en donner, il y a Geneviève, chaque personnes qui ont vécu des expériences qui sont tellement différentes, tellement uniques, puis qui peuvent donner énormément de bagages à ces gens-là. Fait que nous, on est super contents que les gens ont embarqué là-dedans. Là. Puis, c'est entièrement raison. Puis, moi, tout ça, j'ai jamais opposé les formations en ligne versus les formations en classe. Puis, tout le monde va être conscient que le meilleur setup de formation potentielle, c'est pas juste en classe, mais également la pratique terrain, l'espèce d'amalgame des deux. Puis la formation en ligne, sans dire que c'est un mal nécessaire, mais c'est un mal nécessaire. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu le choix avec la pandémie, puis à un moment donné, si on va aller rejoindre plus d'arbitres, plus de candidats potentiels, il fallait élargir notre offre de formation. Mais, évidemment, c'est super sharp de voir qu'on est capable de devenir en classe, que les gens ont soif. Puis des fois, là, juste au mois de mars, c'est toujours plus difficile d'organiser des formations qu'au mois d'avril. Puis surtout, là, je pense qu'à Québec, là, vous avez eu quand même pas mal de neige. Là.
On dirait que quand On a juste ça. Il en reste encore. Il est tombé 20 cm encore en fin de semaine c'est ça, passée. on dirait que les gens sont un peu moins mobilisés par rapport au baseball quand le climat n'est pas encore au rendez-vous. Mais d'avoir autant de gens qui s'investissent, c'est quand même sharp. Là. C'est une initiative là, qui est remarquable. De votre côté, là, est-ce que tu penses que vous allez être capable d'utiliser les facilités que vous avez à Québec là, sans nécessairement parler du dôme? Est-ce que les infras que vous avez en place vous donnent un petit avantage par rapport à l'organisation des formations? En toute transparence, non. Je veux dire, on n'a pas de tarif préférentiel d'utiliser le dôme ou quoi que ce soit, là, malheureusement. Évidemment, c'est quelque chose que... mais tu sais que dans mon budget cette année, j'ai un budget que j'ai fait augmenter le budget pour les officiels pour plein de raisons là, qu'on discutera. Mais tu sais, c'est sûr que pour mes stages pratiques, ben, même si ça coûte un montant, pour moi, c'est important d'avoir un environnement qui est adéquat pour donner ces formations-là, d'avoir un bel espace avec assez d'espace pour pratiquer, mais aussi d'avoir justement le dôme. C'est comme un terrain de baseball, c'est identique, on peut pratiquer dans les mêmes environnements. C'est différent d'un gymnase qu'on fait juste placer ça sur les lignes de volleyball ou de basketball. Là. Fait que pour nous, c'est vraiment important de faire ça le mieux possible. On va profiter des infrastructures le plus possible, mais évidemment sans buster le budget. Mais c'est sûr et certain que c'est un attrait qui est assez présent puis que les gens, je sais qu'ils vont être super contents d'utiliser le don. Puis tu parlais des nouveautés par chez vous. Il y a eu des investissements majeurs qui ont été faits en arbitrage dans la région de Québec. Puis là, si tu veux te vanter, si tu veux vraiment là, prouver à quel point vous avez été hot dans les investissements, là, c'est le temps. C'est génial. Là, tu vas rendre des gens jaloux par rapport à ce que vous avez fait en termes d'investissement, notamment en matériel là, dans votre coin. Là. Yes. Un des points que j'entends dans les dernières années, évidemment, c'est les équipements. Là. C'est une des choses qui est le plus dur non à trouver, mais aussi c'est un investissement. Pour les arbitres qui sont nouveaux, qui sont jeunes, des fois, c'est plus difficile de ce côté-là. Fait qu'on a investi plus de 10 000 en achat d'équipement pour les officiels cet été. Donc, avec la collaboration des associations de ce côté-là, notre but était d'acheter environ 100 équipements d'arbitres qu'on va distribuer partout dans la région à toutes les associations pour permettre aux officiels niveau 1, par exemple, qui commencent, ou même, on s'entend, on est dans la 3e génération d'arbitres, qui ça va être à leur première année d'arbitrage en arrière du marbre. Là. C'est assez spécial de ce côté-là. Donc, pour nous, c'était important de pouvoir aider une grande portion d'officiels. Normalement, là, c'est à peu près quasiment 40-50% de notre staff qui est niveau 1. Là. Donc, d'offrir à ces gens-là une opportunité d'avoir un équipement dès le début de l'année. Évidemment, on va y aller. Chaque association, par la suite, utilise l'équipement comme qu'ils veulent. Il y en a qui vont le donner à la fin s'ils font plus de 20 parties. Il y en a qui vont tout simplement le louer, puis il faut juste le redonner à la fin. Mais pour nous, c'était important d'offrir au moins un équipement aux gens qui en avaient besoin. Fait que ceux de la région qui vont réécouter ce podcast-là ou qui vous l'écoutent présentement, si vous avez besoin d'un équipement, de contacter votre association, on va être capable de vous en fournir un. Pour pouvoir justement faire en sorte que vous n'ayez pas, je dis pas un fardeau financier au début de l'année, là, mais c'est un bon investissement à faire que des gens, peut-être niveau 1, n'ont pas le désir de faire puis que ça peut être un bloquant. Puis non seulement pour un jeune, mais peut-être un papa qui va arbitrer avec son enfant de faire, ben là, il faut que j'achète 2 équipements ou quoi que ce soit. Fait que justement, en ayant cet aspect-là dans la région, ça nous donne un petit coup de main. Puis on est super fiers d'aider les officiels avec l'achat d'équipements. Ça, c'est sûr et certain. Ouais, c'est vraiment hot. Puis, tu sais, t'as poussé le bouchon le plus loin possible. Puis, tu sais, même, tu sais, à d'autres moments, tu m'es arrivé avec des propositions pour lesquelles j'ai dit non. J'étais en calé que c'est vraiment hot. Mais, tu sais, on était, tu sais, t'as tellement été visionnaire que malheureusement, on n'a pas été capable de te suivre. Là, tu sais, tu nous as clenché, là, solidement. Puis, c'est vraiment le fun de voir des régions puis des officiels du Québec qui vont pouvoir, tu sais, bénéficier de ça, surtout dans un contexte, comme tu l'as dit, où on a 3 années d'arbitre, en fait 3 cohortes qui n'ont jamais arbitré une game à la plate. Là. Hey, sérieusement, au PDA, on commençait à checker vite là, pour les championnats provinciaux. Là, on disait, l'arbitre, on pense qu'il est bon. Attends une minute, il n'a jamais arbitré une maudite game à la plate. Puis on s'en va le signer dans un provincial 2A. Attends une minute, là, faut qu'on le voit. On est dans une situation totalement
totalement différente de ce qu'on a vécu avant. De ton côté, là, surtout pour la région de Québec qui représente bon an mal an 250-300 arbitres, tout dépendant si on atteint les objectifs, t'es-tu bien inquiet par rapport au fait que beaucoup de nos officiels ont jamais vu un maudit pitch en arrière de la plate? Je suis moins inquiet que je l'ai été à cause qu'on a vécu la situation de la COVID. Puis par rapport à ça, qu'est-ce que je veux dire, c'est le fait qu'on a été 2 années en arrière du monticule, il a fallu qu'il y ait une adaptation puis qu'il y ait un ajustement de ce côté-là. Il y a eu certainement une période plus difficile de faire comprendre aux entraîneurs puis aux joueurs que d'appeler des prises en arrière du lanceur, ça pouvait être plus difficile. On avait une vision qui était différente. Ça pouvait faire en sorte qu'il y ait un officiel qui n'était pas là pour couvrir une ligne. Et il pouvait faire en sorte qu'il y avait plein de situations qui étaient différentes. Par la suite, je pense qu'en ayant vécu cette situation-là, ça va permettre justement aux entraîneurs et aux joueurs de se dire, ils retournent en arrière du marbre, mais évidemment, il y a certains officiels qui n'ont jamais vécu ce marbre-là. Ben, il va falloir quand même qu'ils réapprennent ou qu'ils apprennent à faire ça. Fait que pour moi, je suis vraiment moins inquiet que je pense que je l'étais au début, quand je me suis posé la question la première fois. J'ai fait « Hey, ça sera pas le fun, ça va être difficile. » Mais je pense que c'est de réapprendre pour tout le monde. Puis il faut leur laisser une chance. Puis je veux pas, je m'assure que ça soit pas un environnement qui est stressant pour les arbitres, que de leur permettre de la pression de ce côté-là. Même moi, j'ai recommencé, j'ai été chanceux, j'étais capable de faire une game à plate l'année passée avant la fin de la saison dans une finale de série. Puis évidemment, j'en ai manqué une coupe de pitch, mais les joueurs ont énormément apprécié ça. Puis c'est le commentaire que j'ai reçu le plus. Les coachs, les joueurs étaient super contents qu'on soit de retour en arrière du marbre. Donc justement, c'est pas juste l'officiel en arrière du marbre, ça impacte tout le jeu au complet. La position de l'arbitre sur les buts, d'avoir quelqu'un de présent le plus souvent possible à tous les jeux, d'être présent pour les bonnes balles, les fausses balles, les jeux serrés au marbre, ça change tellement la game qu'il n'y a pas juste cet aspect-là de faire, par exemple, des balles puis des prises en arrière du marbre. C'est toute la game qui change au complet. Puis le nombre d'officiels qui m'ont écrit me dire « Hey, on est tellement content de retourner en arrière du marbre. » J'en ai jamais fait, mais je suis content. Ça va arrêter de... Malheureusement, je dis dénaturer le sport, là, mais c'est de retourner au vrai baseball, de retourner au baseball qu'on est habitué de voir puis de jouer. Moi, je pense que ça va être une belle année, puis je pense que le monde va plus être content du retour que de justifier puis de critiquer justement ces appels-là. Ouais, vous autres, c'est sûr qu'il y a quelqu'un, hein? C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va dire retourne en arrière du monticule. Oui, c'est sûr. Certain. C'est officiel. Tu sais, vous autres, Sébastien et Guillaume, toi, Sébastien, je sais que tu as pu retourner en arrière du marbre dans la Frontier. Guillaume, j'ai pas trop suivi les box scores des games, puis j'ai rien vu sur Facebook. Je ne sais pas si tu as eu la chance d'aller en arrière du marbre, mais c'est-tu quelque chose que vous appréhendez, un retour au marbre, pour vous-même ou pour l'arbitrage avec un grand A? Non, du tout. Du tout. Moi, j'ai fait un match l'année passée. C'était moi qui avais fait le match. J'ai fait un match en junior élite l'année passée, là, un match tentative là, pour tester certaines mesures sanitaires. Mais j'ai fait très peu de matchs dans les deux dernières années, là, certaines circonstances. Mais c'est pour nous, où on en est, au nombre d'années qu'on a derrière la cravate, c'est du muscle memory. C'est juste après un match, on va être revenu à peu près où on était avant. Ça va revenir assez rapidement. Pour nous, je ne suis pas inquiet. Mais c'est cette génération d'officiels-là qui n'ont pas ces années-là comme nous, qui gravit les échelons, mais en n'étant pas derrière le receveur. Ces officiels-là, c'est sûr qu'il y a une certaine inquiétude et qu'ils ont des années à rattraper. Peut-être leur première game, ça va être un Bantam A en arrière du marbre. Là. Ça va être leur première game ever. Oui. Il y en a que ça va être ça. Puis la courbe d'apprentissage va être beaucoup plus rapide, mais tu sais, s'il y a une chose qu'on a constatée dans les écoles, avec la pandémie, avec les 4 mois où on n'a pas eu les élèves devant nous autres, c'est il ne faut pas sous-estimer la capacité d'adaptation du monde, puis la capacité à s'adapter rapidement à une nouvelle situation, puis à faire des apprentissages à grande vitesse, surtout les apprentissages plus essentiels. Fait que je pense que ces officiels-là qui vont avoir été 2 ans, 3 ans sans avoir été derrière le marbre, vont se retrouver, comme tu dis, Mathieu, là, dans un bantama pour le premier match, mais vont quand même avoir compensé par d'autres apprentissages pendant ce temps-là, puis rapidement, eux autres aussi vont se retrouver en situation de confort, mais notre job à nous,
Bon, c'est sûr, j'en fais pas vraiment là, dans ces calibres-là de la supervision, mais la job des vétérans autour de ces personnes-là, ça va être d'être présent énormément en début de saison, puis d'offrir du feedback, puis du support. Puis, si on a de ces officiels-là qui nous écoutent ce soir, mais c'est d'aller voir des vidéos, d'aller voir des ressources, puis d'appeler des vétérans, puis de se préparer, puis d'aller faire du gymnase, puis de travailler un petit peu sur la mécanique avant d'arriver pour avoir développé certains automatismes déjà avant d'arriver en situation de match. Si je peux faire un petit peu de millage sur ce que tu avais dit tantôt, du conseil qu'on pourrait donner aux jeunes, là, c'est prenez votre temps. Tu n'es pas au bâton. Tu n'as pas besoin de prendre ta décision pendant que le lancer s'en vient. Attends qu'elle rentre dans le gant du receveur pour décider si c'est une balle ou une prise. On a un 3, 4, 5 pieds de plus que le frappeur pour prendre notre décision. Fait que si c'était un conseil que j'aurais aimé avoir quand j'étais jeune, là, c'est prends ton temps. Tu sais, que tu appelles une prise une fraction de seconde plus tard que ce que tu aurais voulu au début, va faire en sorte que peut-être ta décision va être meilleure, puis va occasionner moins de critiques parce que tu as pris ton temps. Fait que prenez votre temps, que ce soit sur un jeu, sur les buts ou balle prise derrière le receveur. Prenez votre temps. Puis juste parenthèse sur les supervisions, parce que Guillaume en a parlé puis il en a touché. Pour nous, normalement dans la région, il y a à peu près, je dirais, 35 à 40 supervisions par été. Là. On sachant le bagage, la quantité d'arbitres qu'on a, c'est vraiment pas beaucoup. Cette année, on s'est engagé avec un budget de au-delà de 4000 pièces pour la supervision. Puis ça va tourner autour d'à peu près là, 150 supervisions dans l'été. On a un responsable des supervisions. On a mis ça à l'échelle, pas juste associatif, on a mis ça à l'échelle de la région, les supervisions, qui fait en sorte que on a un groupe de superviseurs qui va s'occuper d'être présent puis de faire des suivis aussi. Je pense que c'est une des choses qui est le plus important, c'est que s'il y a un arbitre qui se fait superviser une fois, c'est au moins d'aller le voir une deuxième fois pour voir les points qu'il avait améliorés. Est-ce qu'il les a corrigés? Est-ce qu'il a pris des changements? Pour pas juste faire « Hey, t'aurais ça amélioré » puis ça finit là. Fait que pour nous, de faire un suivi aussi pour chaque officiel qu'on va superviser, de leur offrir une deuxième supervision, c'est super important. Puis c'est un des points que dans les sondages que j'ai faits dans la région qui était qui était le plus défavorable, c'était la présence justement de me faire superviser. Je me fais jamais voir. Il y en a qui ça faisait 7 ans qu'ils arbitraient dans la région et qui se sont jamais fait superviser. Ben, pour moi, c'est super important qu'il y ait accès à la supervision puis que ce soit pas juste l'arbitre en chef de telle association qui décide. Non, c'est comme la région, tu peux nous écrire. Si tu as envie de te faire superviser, tu as envie de monter, tu as envie d'évoluer, c'est important de sélectionner aussi les bons arbitres. C'est pas juste d'aller voir le meilleur parce qu'il flash. Ça veut pas dire que le meilleur, il veut se rendre plus loin. Ça veut pas dire qu'il veut travailler fort. L'important, c'est de choisir les bonnes personnes qui vont vouloir travailler là-dedans. C'est comme dans le sport en général en tant que joueur. C'est bien beau avoir du talent, mais si tu mets pas d'effort à la fin, ben, tu vas te planter. Ben, c'est important que nous, on encadre les gens qui veulent donner cet effort-là. Puis on va être présent cette année le plus souvent possible. Ouais, j'aime la notion d'effort là-dedans. Je vais te poser une question en 2 volets. La première question, c'est en termes de superviseur. On sait qu'il y a une pénurie d'arbitres, fait que des fois, on va mettre un 3e sur une game qui est dans les estrades. On aimerait bien ça le faire, mais on n'est pas capable. Est-ce que tu as assez confiance en tes ressources humaines pour être capable de faire ça? Puis, en termes de supervision, si tu avais quelque chose à prioriser, est-ce que c'est une espèce de contrôle de qualité pour savoir si l'arbitre offre un service minimalement efficace, ou tu vas aller davantage vers ceux qui démontrent une volonté, pas d'aller plus loin, plus haut, quoi que ce soit, mais juste de s'améliorer, parce que c'est toujours le fun d'échanger avec des gens qui vont appliquer les consignes qu'on leur donne. Le premier aspect là-dessus, c'est je promouvois beaucoup l'aspect d'avoir un vétéran sur le terrain avec un joueur. Plus que juste d'être assis dans les estrades. Ça revient un peu avec la discussion de gestion de match qu'on a parlé aussi, d'avoir une personne qui est vétéran, qui a de l'expérience sur le terrain, ça peut changer la dynamique, ça peut changer les situations, ça peut faire en sorte que justement le jeune peut apprendre, le jeune et le moins jeune là, peut apprendre sur des certaines situations, comment se déplacer sur le terrain, des fois de juste le montrer avec une tablette à la fin ou un tableau, c'est pas nécessairement facile, mais d'être sur le terrain puis de voir comment ton collègue réagit, comment il a fait son déplacement, comment il fait ses appels.
Je trouve ça extrêmement valorisant de ce côté-là. Fait que c'est sûr que moi, les officiels de se dire, hey, ben là, je veux pas arbitrer moins, etc. Ben, parfait, tu vas pouvoir continuer d'arbitrer, tu vas juste en superviser un, tu vas pouvoir te concentrer là-dessus, tu vas faire ta game. Fait que pour moi, là-dessus, c'est pas vraiment un facteur. J'ai 2-3 officiels qui vont faire beaucoup plus de supervision comme moi cette année. Je me suis engagé à faire beaucoup plus de supervision que d'officier des parties. Je vais être plus présent pour ma région. La preuve, je prends une sabbatique dans le PA-BQ pour être plus présent pour ma région cette année. Je vais être plus présent pour ma petite fille aussi qui a 3 ans et demi, mais ça, c'est un autre aspect. Mais c'est sûr que je veux offrir le maximum possible. Puis pour ta deuxième question, ben il y a 2 aspects. Pour moi, je pense que le début de l'année, c'est de s'assurer qu'il y a une qualité qui est moindrement là, de juste faire, on va mettre des gens pour superviser, juste pour répondre aux questions, juste pour être présent. C'est plus d'être présent à côté des officiels pour faire, hey, sûrement qu'au début de la saison, tu n'as jamais fait de merde, tu as besoin de te faire guider, tu as besoin de te faire aider. Oui, on va faire des stages pratiques avant le début de la saison, mais tu sais, ils peuvent être 30 dans le gymnase ou dans le dôme. Il y a 1-2 formateurs, ils vont le montrer bien vite. Ils ne checkent pas tout le temps à chaque pitch, à chaque situation. Fait que d'être présent. Fait que pour le début, c'est plus la qualité encadrée, puis par la suite, ça va être plus des suivis beaucoup plus, je vais dire, un peu plus ardueux pour faire, ah ben parfait, ceux-là, ben, ces officiels-là qui vont vouloir faire des régionaux, des provinciaux, les séries, des tournois, des Jeux du Québec, quoi que ce soit, ben, on va essayer de les encadrer par la suite. Ceux-là qui vont avoir vraiment le désir et qui vont dire, hey, moi, j'aime vraiment ça arbitrer. Cette année, j'aimerais ça monter. J'aimerais ça me rendre un peu plus loin. C'est quoi mes opportunités? C'est quoi que je peux atteindre? Ben, par la suite, on va les aider. Fait que autant les gens qui veulent juste faire, hey, j'aimerais juste ça que tu me dises si je suis correct, puis que les gens qui disent, moi, je veux monter, ben, on va s'assurer de les encadrer le plus possible. Puis d'avoir aussi, pour nous, c'est important d'avoir pas juste des superviseurs qui veulent superviser. Tu sais, je donne un exemple de Marc Genet qui, tu sais, on s'entend que c'est un arbitre assez d'expérience et qui a fait beaucoup dans le programme avec la Can-Am puis la Frontier depuis 2-3 ans. Ben, tu sais, c'est ce genre de personnes-là qui vont aller dans les estrades puis qui vont aller superviser ces jeunes-là. Puis pas juste dans des parties là, de midget 2A, là, d'aller les voir dans du Pee-Wee, dans du Bantam pour pouvoir les aider, ben ça a tellement de valeur que pour nous d'investir là-dedans, puis d'investir pour le futur, parce que on est une très grosse région, mais on n'a pas tant de présence dans les niveaux plus élevés. Tu sais, c'est pas normal qu'on se ramasse l'année passée avec 5 arbitres dans la région de Québec pour tout couvrir, le Junior Elite, le Saguenay. Puis, tu sais, c'est pas normal qu'on n'ait pas plus d'officiels que ça. Fait qu'on veut s'assurer qu'il y ait de la relève, qu'il y ait une présence, qu'on soit présent, puis que, ben, tu sais, que malheureusement, on devienne une référence aussi dans l'arbitrage. De dire, hey, les arbitres de Québec sont sharp, sont bien formés, quand ils se présentent dans les tournois, ils ont une bonne attitude, sont là pour performer, sont là pour faire leur job comme il faut. Fait que la prestance des arbitres dans la région de Québec, on va travailler super fort là-dessus. Ouais, puis à un moment donné, la supervision, ça sert à ce que l'arbitre ait plus de fun aussi, parce qu'en étant plus compétent dans ce que tu fais, ben tu vas avoir plus de fun sur le terrain, tu vas pouvoir te développer davantage, puis on prend un certain plaisir à ça, fait que c'est pas punitif, c'est pas de... oui, il y a une partie évaluation, mais c'est surtout pour aller au prochain niveau, beaucoup plus qu'un do or die, là, finalement. Exact. La supervision, là, si je peux me permettre, là, c'est vraiment de la formation en direct. Ben oui, tout à fait. C'est vraiment... ça répond à un besoin, mais ça répond aussi au cheminement et tout. Fait qu'il y ait quelqu'un qui vienne te consulter, qui soit mentor sur le terrain avec toi ou qui soit dans les estrades, puis une supervision plus formelle comme telle, c'est très formateur. Puis ça va t'aider dans le développement. Puis en plus... Tu sais, c'est pas juste un vidéo, c'est rappelle-toi en deuxième manche qu'est-ce qui est arrivé le jeu au 3e but. Tu sais, d'arriver de même puis de le coacher. Tu sais, il s'en souvient, il l'a vécu. Fait que ça va rentrer beaucoup plus parce que tu sais, on retient beaucoup de ce qu'on fait. Hein? Fait que de partir d'une expérience, c'est vraiment formateur, ça.
Ben, t'as entièrement raison, puis c'est pour ça que je salue grandement l'initiative de Mathieu. Mathieu, puisqu'on parle de la région de Québec, mais je vais évidemment te laisser le mot de la fin. S'il y a quelque chose dont j'aurais peut-être oublié de parler, ou encore, si tu veux plugger tes formations qui s'en viennent, ou quoi que ce soit, ou la façon dont les gens de Québec peuvent s'inscrire à tes différentes initiatives de formation, mais je te laisse y aller avant qu'on se quitte. Yes, donc pour les formations, le site de la région, donc québec.baseballquebec.com, dans la section stage arbitre, vous avez toutes les inscriptions qui sont là de tous les stages. On s'est déplacé beaucoup sur la rive sud de Québec là, cette année. Donc, on va en Beauce, on va à Thetford, évidemment, pour couvrir Lévis aussi, Charny et tout ça. Donc, pour nous, c'était super important de, même s'il y a peut-être 6, 7, 8 officiels à Thetford, mais de se déplacer pour ces gens-là aussi qui donnent de leur temps. Fait qu'on va envoyer des formateurs là-bas. Donc, sélectionnez votre stage avec les dates qui sont là. À chaque samedi, même à partir de ce samedi-là, jusqu'au 23 avril, il y a des formations théoriques à chaque samedi à un endroit différent. Donc, allez vous inscrire de ce côté-là. Par la suite, juste pour ajouter sur les supervisions, on s'est doté dans la région évidemment de rétroaction pour pouvoir aider et de mieux encadrer les arbitres au niveau de la supervision, de faire des templates, des gabarits de formation qui sont plus adaptés que juste remplir plein de champs, là, d'y aller plus. Chaque arbitre des niveaux 1, comment on les supervise, on ne donnera pas les mêmes points que des niveaux 2, on ne donnera pas la même quantité de choses à améliorer aussi. Donc, un bel outil qu'on s'est doté aussi également. Donc, puis par la suite, évidemment, il va y avoir la formation en ligne que les gens vont pouvoir suivre si jamais en présentiel, c'est pas possible, qu'on va annoncer évidemment. Pour ceux de la région de Québec, Arbitre Baseball Région Québec pour la page Facebook, c'est pas mal là qu'on fait toutes nos communications le plus possible. Et si je peux terminer avec juste un courriel, s'il y en a qui ont des questions, arbitre avec un S à commercial baseballregionquebec.com. Vous pouvez écrire là. Tout notre staff qui sont là, que ce soit autant pour... Parce qu'évidemment, à Québec, nous, on a un comité qui s'appelle le CRAPQ, qui est le comité régional des arbitres de la région de Québec. On a autant des gens pour la discipline qui sont là pour les expulsions, la réglementation. On a des gens qui sont responsables des supervisions. On a des gens qui sont responsables pour les stages. Donc, on a des personnes qui sont présentes pour toutes les divisions de l'arbitrage pour pouvoir offrir le meilleur support possible. Fait que gênez-vous pas pour nous écrire, puis on va essayer de trouver des solutions pour n'importe quoi. Puis s'il y en a qui ont des idées, qui veulent s'impliquer, écrivez-nous. On prend des gens parce que plus qu'on est, ben mieux que ça va aller. Effectivement. Puis, tu sais, Mathieu, je t'invite à écrire l'adresse courriel dans le chat. Là, j'ai vu que tu étais actif tout au long du podcast d'aujourd'hui. Fait que s'il y a des gens qui veulent le noter, là, vas-y là-dessus. Sébastien, Guillaume, puis évidemment Mathieu, mais je vous remercie là, pour la centaine de minutes qu'on a passé ensemble, là, même les 2 heures, là, si on inclut le temps de préparation avant. C'est toujours apprécié là, de pouvoir compter sur des arbitres d'expérience comme vous qui sacrifient là, une soirée là, pour venir jaser avec la gang. Fait que, en espérant... Mais merci, JF, de prendre le temps aussi d'impliquer les RR de chaque région là-dessus, là, de prendre le temps de dire qu'est-ce que chaque région fait, puis de remontrer le petit highlight, mais aussi de parler de leur région. Là. Ça, j'apprécie beaucoup, puis je pense que les autres responsables vont être super contents aussi de pouvoir participer au podcast. Là. Ben, mais merci. Puis, le baseball se gère de façon régionale, là, essentiellement au Québec. Là, fait qu'à mes yeux, c'est tout à fait normal là, que les gens qui gèrent puis qui développent un peu partout là, aux 4 coins du Québec, leur mot à dire là-dedans, parce qu'au final, s'il manque d'arbitres, mais c'est au niveau régional qu'on en paye le prix. Puis la gestion se fait là. Alors, ça serait... ça se laisse penser plus gros que la game que de ne pas impliquer les artisans là, qui ont les deux mains dedans, là, autant dans les bons que dans les moins bons moments. Et Dieu sait qu'il y en a eu des moins bons moments ces 2 dernières années. Fait que là, vu qu'on repart en grand une fois pour toutes, espérons-le, malgré là, l'incertitude là, que le gouvernement a annoncé ces derniers temps, j'ai quand même bon espoir pour cet été. Mais c'est que ce retour à la normalité-là se fait en gang. Puis sans l'apport de tous, mais ça va moins bien aller là, pour t'apprendre puis déformer l'expression consacrée. Fait que, messieurs, merci. T'aurais-tu, mon GF, je veux pas te prendre les culottes baissées, là, mais t'aurais-tu une suggestion de livre cette semaine pour notre... Ah ouais, on va trouver ça, là.
Il y a toujours le système de deux arbitres pour Minor League Baseball qui est excellent, là, tout comme les interprétations de Minor League Baseball d'un point de vue plus personnel, si j'ai un livre à te suggérer, là, peut-être que des pensées d'Einstein, comment il voit le monde, pourrait être quelque chose d'exceptionnel. Si t'en veux d'autres, tu te gênes pas, là, j'en ai plein la tête, puis comme tu le sais, mais j'ai plus le temps de lire à Star. Fait que... Merci Jeff de m'avoir invité en même temps que Bass, parce que Bass, la seule game que j'ai faite avec, ça a été ma première game de la Can-Am, puis il y a eu une bagarre générale dans ce match-là. Fait que je suis super content de retrouver Bass après cette partie. On était vraiment à ringside, hein? Oh, ouais. Moment d'accalmie. Fait que je vous remercie les boys, puis pour les gens à l'écoute,